Cédric Héroux, bonsoir. Arrête. Donc on a eu un petit problème de son pour le premier démarrage, on s'excuse infiniment, on a eu une mise à jour scélérate. Bonsoir Cédric Héroux, nous vous recevons pour une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct, arrêtez conneries. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement en faisant vibrer vos cordes vocales? Arrête. Bonsoir, je m'appelle... Ça marche là? Putain, c'est magnifique. Donc je suis Cédric Héroux, je suis agriculteur, délinquant pour d'autres, humaniste pour d'autres aussi. Et voilà, je suis paysan avant tout, je pense. Hein. Paysan de la vallée de la Roya, une vallée qui est franco-italienne, une vallée qui a... Ouais, une vallée quoi, où ses voisins, c'est pas le pays étranger, c'est les Italiens, les voisins c'est les Français, puis on vit ensemble, on boit la même eau, on cultive les mêmes arbres, on a la même agriculture, et puis voilà quoi. C'est quoi agriculteur au XXIe siècle? Non, on n'est pas agriculteur, on est paysan en fait. C'est quoi paysan? Paysan, c'est un mec qui a envie de vivre sur son lieu de vie, et qui ouvre sa porte et qui regarde ce qu'il y a devant lui et voir ce qu'il peut faire pour gagner assez de thunes pour continuer à vivre. Et nous, ce qu'on a en ouvrant notre porte, c'est de la terre. Donc on cultive la terre pour nous avant tout. Et ça, la différence entre agriculteur et paysan, c'est que le paysan, il va vivre pour lui et le surplus, il va le vendre. Et l'agriculteur, lui, c'est un métier, voilà, il va travailler pour les autres, quoi. Nous, on est plus dans un truc où on essaye de vivre tranquille dans notre petit lieu, dans notre petit monde. Et voilà ce que c'est qu'un paysan. Ouais. Okay, je vais vous poser la question que tout le monde vous a posée. Qu'est-ce qui vous a conduit à ramasser des mômes sur le bord de la route? C'est qu'ils étaient sur le bord de la route. C'est qu'à un moment, à Paris, des hommes gris en cravate, souvent assez vieux, ont décidé de refermer la frontière dans l'espace Schengen entre la France et l'Italie. Et nous, depuis les années 85-90, on a pris l'habitude de passer ces frontières sans y prêter garde. Et d'un coup, des gens sont restés bloqués. Et du coup, on les a vu qu'ils étaient bloqués. Et on a vu des gamins sur le bord des routes. Et des gamins essayer de détourner des contrôles policiers. Et on a vu la force sentinelle. Vous savez, la force sentinelle, c'est ces militaires qui sont en tenue de camouflage, mais non pas pour se camoufler, mais pour qu'on les voit. On les voit partout là en ce moment. Et ces gens-là, ces militaires, coursaient des gosses pour les choper et les ramener à la PAF, donc la police des airs et des frontières, pour les ramener en Italie. Et nous, on s'est retrouvés au milieu de tout ça et la volonté de préserver notre intégrité sur le devoir d'aider des personnes qui étaient maltraitées, qui étaient... c'est même pas de l'abandon, j'allais dire abandon, mais c'est même pas ça, c'est pire que ça. L'abandon, c'est qu'on regarde plus les gens, mais là, c'est pire que ça, c'est qu'on les traque. Et on s'est dit qu'il fallait agir, quoi. Et puis on a agi. Et c'est pas une militance pro-migration, pro-migrants, c'est juste de dire que tu as des gosses qui sont là et tu vas les aider, quoi. Donc j'ai ouvert ma porte à des gamins et à des familles. Quand on dit on, c'est qui, c'est combien, c'est à partir de quelle date? C'est dans quelle proportion? Combien de migrants? Le on, au départ, j'en faisais pas partie. C'est que le on a commencé en 2011, si je m'abuse. C'est pendant qu'il y avait le printemps arabe et qu'on a eu des Tunisiens qui ont débarqué. Donc le on faisait des maraudes à Vintimille, donc distribuer de la nourriture à Vintimille. À Vintimille, c'est à 20 minutes de route de chez nous. Et moi, je leur filais un peu des œufs, des trucs, de la surproduction. Et puis après, en 2015, il y a une association qui s'appelle Roya Citoyenne qui est venue me voir, qui m'a dit « Cédric, tu peux pas, sur ta ferme, accueillir du monde, etc. » Et moi, j'étais plus j'étais engagé dans l'associatif, mais plus sur l'ordre culturel, organiser des concerts, du théâtre, et essayer de faire venir des gens de Nice dans la vallée de la Roya et monter des marchés paysans avec des prétextes, donc la musique, le théâtre, la rencontre, etc. Et j'avais pas envie de m'engager dans le militantisme parce que je trouve ça chiant, en fait, tu vois, ces réunions où tout le monde se gueule dessus, où personne n'est d'accord, où j'avais pas envie, quoi. Donc quand Suzelle de Roya Citoyenne m'a dit mets des tentes chez toi, j'ai dit non. J'ai dit non, j'ai pas envie, j'ai pas envie de me foutre là-dedans, quoi. Et après, c'est arrivé quand même à beaucoup, quand même. C'est-à-dire, vous avez cédé. Ouais. Après, j'ai eu différentes... C'est venu petit à petit, quoi.
c'est que un jour j'étais à moto et je passe par la côte entre Ventimille, donc Ventimille c'est en bas de la vallée de la Roya en Italie, et je vais direction Menton. Et je passe donc cette frontière qui était fermée depuis 2015. Donc là, on est en 2016. Et je vois des jeunes blacks, que des hommes, mis sur les rochers, sur la digue, donc la mer à côté. Et ces blacks-là menaçaient la police de dire si vous vous approchez, nous, on se jette à la mer et on ne sait pas nager. Et j'ai été un peu troublé par tout ça, quoi, parce que la migration, moi je la voyais à la télé, et ces gens qui fuient la guerre, qui fuient la dictature, qui fuient la misère économique, et on les a retrouvés là, et moi j'ai eu ce réflexe ça m'a fait peur un peu, enfin, un peu comme tout le monde, la migration ça fait peur à tout le monde. Et j'ai eu un peu peur en me posant des questions. Je me dis, mais c'est quand même fou que les mecs soient là. Enfin, t'as la misère chez toi, en fait. Tu vois, la misère du monde, en fait. Du monde, tu vois, du monde, de la planète, quoi. Et qui est là, à tes portes, et ça fait flipper, quoi. Parce que tu te retrouves confronté à une réalité qui te dépasse complètement. Et du coup, je me suis posé pas mal de questions. Donc, Suzel de Royal Citoyenne est venue me voir, me dire, ah, ouvre ta ferme pour me détendre. J'ai dit non. Et puis après, il y a eu un déclenchement, c'est qu'en revenant de mes livraisons, donc parce que je suis agriculteur, tous les jeudis je livre à Nice, ouais, je suis paysan, ouais. Et je remonte de mes livraisons. Avant ça, je vais dans un bar très sympa qui s'appelle le Kedge à Nice, et on boit des coups avec les potes et tout, on refait le monde. Et puis je remonte, et je fume ma clope au volant, entre les jambes ma bière, c'est pas très bien, mais... Et je remonte et je pense à autre chose, je suis ailleurs et je connais cette route parfaitement. Et la route qui monte de Ventimille à Breil, c'est une route ultra sinueuse. Tu vois, il faut s'imaginer, c'est une route sans trottoir, ultra sinueuse dans les Alpes. Donc le côté droit, tu as la Roya en dessous et le côté gauche, tu as la falaise, la montagne qui monte. Et puis après, dans l'obscurité, j'ai un véhicule, un C15 tout pourri, qui éclaire mal, et je vois des silhouettes, et je fais un écart, je mets un coup de volant, et je continue quelques centaines de mètres, et je me dis, putain, mais il y avait un gosse dedans, et tout, et je me dis, merde, et je fais demi-tour. Je prends cette famille-là, et ils me disent, ouais, on va aller à Paris. Je fais, non, mais là, c'est Breil-sur-Roya. Et puis, la vallée de la Roya, tu as 26 milles, tu montes, tu as Breil-sur-Roya, et après que tu continues, tu arrives Tende, et derrière Tende, tu as le Piémont, donc l'Italie. Et c'est vraiment une espèce d'enclave en France, quoi. Et je lui dis non, mais là c'est le train. Il fait ah non, donc train station. Et je suis bah le train c'est demain. Donc si avec ta famille viens à la maison et tu dors à la maison et demain je t'emmène prendre le train. Et donc on se couche, je jette un matelas par terre, des couvertures, les gens se couchent, dorment, on se réveille le matin. Et je me dis, putain, qu'est-ce que je fous maintenant avec cette famille-là? Et je sais qu'il y a des contrôles de police dans les gares qui vont jusqu'à Nice, tout ça. Bon, ils veulent aller en gare et je les emmène au train. On s'échange les numéros de téléphone avec le papa. Et il me rappelle et il me dit qu'il s'est fait renvoyer en Italie et qu'il est dans l'église Sant'Antonio. C'est un curé qui a ouvert les portes de son église pour les familles, pour les femmes isolées, pour les mineurs isolés. Charité chrétienne. Ouais, la charité, mais un peu plus que la charité, parce que c'est un mec qui investit. Lui, il était plus lancé sur une forme de solidarité. Et je découvre dans cette église donc une salle de 150 mètres carrés avec des lits superposés, les gens qui tentent des couvertures pour avoir un peu d'intimité, ces gamins qui regardent leurs parents avec des grands yeux en mode bon on fait quoi papa, maman, où on va, qu'est-ce qu'on fait, et les parents qui ne peuvent pas décider. Qui ne peuvent pas décider de quand on part, quand on y va, qui ne peuvent pas décider de qu'est-ce qu'on mange à midi. Donc c'est des plats qui sont donnés comme ça aux gens et des gens qui sont considérés un peu comme des cartons, tu vois, un peu comme une espèce de marchandise, une contrefaçon. Et je me dis tiens, ben il faut que j'aide ces gens, quoi, parce que de voir des gamins dans une situation pareille, je me dis c'est pas possible. Et surtout je me sentais par rapport à nos voisins, aux Italiens, je me sentais un peu complice, tu vois, en tant que Français. Je me dis, putain, la France, elle ferme ses frontières, mais elle n'a pas demandé quoi que ce soit à l'Italie. Et en Italie, il n'y a rien qui est mis en place pour gérer un accueil. Donc, il n'y a pas de centre pour les personnes en migration. Il n'y a pas de centre pour les familles, pour les enfants. Il n'y a que cette église qui a ouvert ses portes. Et je me dis, ben, il faut les aider, quoi.
Donc ça a été ton déclic. Au fur et à mesure, l'arsenal policier s'est rapproché de vous. Pas de suite. La police n'est pas venue de suite. La police, elle est venue plus tard. En fait, je me fais arrêter en août 2016. Donc ça faisait quelques mois que je faisais passer des gamins et des familles. C'est combien? Combien de personnes? J'ai revendiqué 200 personnes, mais j'ai exagéré pendant ma garde à vue. Parce que mon avocate, qui s'appelle Françoise Cotta, donc je me fais arrêter flagrant délit avec des personnes. Flagrant délit de passage de frontière par la police italienne et française. Donc une arrestation un peu brutale, quoi. Tu vois, donc j'étais dans ma bagnole, les 7 personnes derrière. Les gyrophares, il me serre la voiture contre la glissière de sécurité, je m'arrête, ils me sortent, ils me mettent un flingue là, sors de la bagnole, sors de la bagnole. C'est vrai, le coup du flingue là? Ah ouais, je te jure. Hein. Et donc ils me mettent le flingue sur la tempe, comme si on avait braqué une banque ou je ne sais quoi. Et je dis non, on n'a pas d'armes et tout. Ils me sortent de la voiture, ils me demandent d'ouvrir les portes arrière, donc les gamins qui gueulent, qui pleurent et tout. Et je me retrouve menotté, j'ai un problème d'épaule, je me suis fait opérer gamin, enfin j'ai un problème de bras, ils me mettent les mains derrière le dos, ça me fracasse l'épaule. Et ils me disent, on va t'emmener à la police des arts et frontières à Menton. Et du coup, ils trimballent ces 7 personnes à l'arrière de mon véhicule, qui est vraiment une épave, hein, ce truc. Et je leur dis, mais vous pouvez pas prendre un véhicule plus adapté au transport. Ils me disent, t'es bien gentil, t'es bien marrant, mais toi, ça t'a pas gêné de les transporter de 20 minutes jusqu'à chez toi hein, dans cette bagnole pourrie. Et là, tu nous reproches de les transporter dans la même voiture. On arrive, on descend, on traverse l'Italie, donc on redescend la vallée de la Roya, on arrive à Vintimille, on rejoint le bord de mer, et puis on arrive à Menton, on va à la PAF. Et là, t'as les flics qui sont là, donc ils sont super contents parce qu'ils ont chopé un passeur, etc. Et ils prennent des photos de ces gens qui sont à l'arrière du véhicule entassés, avec les gamins qui pleurent, et puis les blagues racistes fusent, regarde, ah, ça sent la mort, ah, machin, et une espèce de truc un peu odieux qui se passe comme ça, quoi. Et donc du coup, je suis mis en garde à vue, et Françoise Cotta, donc l'avocate, arrive. Et je dis quoi? Moi, c'est ma première garde à vue, j'avais jamais fait de garde à vue, quoi. Et je dis quoi? Et puis elle m'a dit soit tu revendiques ou soit tu fais le neuneu, quoi. Et je me dis bon, revendique, ok. J'ai revendiqué, j'ai dit 200 personnes, mais il n'y avait pas 200 personnes et j'ai dû aider 30, 40 personnes en tout. Et je fais 48 heures de garde à vue. Et à cette époque-là, je n'étais pas du tout médiatisé. Et le procureur de la République me fait bénéficier de l'immunité humanitaire. Et il dit, c'est vrai que les conditions d'hébergement à Vintimille sont indignes, et c'est vrai qu'il y a une nécessité d'agir, donc immunité humanitaire. Alors, je ressors de là, tu vois, c'est quand même comment dire, une bataille gagnée, quoi. Et à tous les réseaux militants qui me voient, oh, putain, l'immunité humanitaire et tout, machin, c'est génial. Enfin, la justice accepte et considère les côtés négatifs de la fermeture des frontières. Et on a été entendus. Il y a Hubert Jourdan. Hubert Jourdan, c'est un mec qui est devenu un ami. C'est un mec qui a une 60aine d'années, qui a été salarié pour gérer des camps humanitaires un peu partout dans le monde, pour des crises de migration ou de tremblements de terre ou de machin. Lui, il montait des camps humanitaires. Et chez lui, dans sa petite maison, il héberge depuis des décennies, quoi. Et il me dit, là, tu as un rôle à faire, c'est de médiatiser. Il faut que tu médiatises. Il faut que... Maintenant, la justice a compris le désarroi de ces personnes, et ton rôle, c'est de médiatiser. Et moi, médiatiser, parler en public et tout, je suis, oh là là, c'est pas mon truc, qu'est-ce que je vais leur dire, comment je vais gérer tout ça? Et je me lance là-dedans, donc j'accepte les médias chez moi. Et dans un qui a quand même fait pas mal de bruit, c'est Adam Nositer du New York Times, qui vient à la maison. Et donc le mec, c'est un Américain qui vient, moi je parle pas anglais en fait, pas du tout. Et on a du mal un peu à se comprendre, il parle français, et je lui dis des trucs, je lui parle des gamins, je lui parle de la reconduction, je lui parle de la police, tout ça. Et le mec, il me regarde un peu hébété, je me dis, putain, mais il est teubé ce mec ou quoi? Je me dis, il comprend rien à ce que je lui dis.
Et il me dit, Cédric, je voudrais, si ça ne vous dérange pas, de faire venir un photographe parce que c'est important ce qui se passe. Je veux rester 2-3 jours. Si ça vous va, si tu veux rester, vas-y. Hein, il y a une caravane là-bas et tout, il n'y a pas de problème. Il y a le photographe qui arrive et c'est Pierre Turgeman, je ne sais plus comment il s'appelle, qui me dit, ouais, tu sais pas qui c'est ce journaliste, c'est un grand journaliste, tu devrais le prendre un peu au sérieux, parce que c'est vrai que c'est pas que je le méprisais du tout, c'est pas ça, mais je le négligeais un peu, quoi. Et je lui dis à Adam Nossiter, je fais, tu veux voir ce que c'est, les gamins, les flics, comment ça se passe? Je dis, ben, viens avec moi. Et du coup, je prends les gamins qui sont à la maison, donc c'est tous des gamins venus d'Érythrée, et on fait du détournement de contrôle policier pour aller jusqu'en gare. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la baie de la Roya, donc tu as l'Italie Vintimille en bas, tu remontes Breil-sur-Roya et tu continues, tu arrives dans le Piémont, donc c'est vraiment une enclave. Et il n'y a pas de contrôle policier, il n'y a pas de contrôle policier systématique au bord de la route entre Breil-sur-Roya et Vintimille. Mais les contrôles policiers systématiques, c'est entre Breil-sur-Roya et ce qu'on appelle la vraie France, quoi, Nice, etc. Et du coup, on part, et puis avec une voiture ouvreuse, on continue, il y a les flics là, on arrive à passer, on va en gare d'Antibes, trop de flics, ok, bon, on va en gare de Cannes, on arrive en gare de Cannes, et là, tu as des vigiles qui sont à l'entrée et qui me voient avec des blacks, des jeunes blacks, et qui téléphonent. Je me dis, bon, on a quelques minutes là pour agir. Là, tu as la police ferroviaire qui arrive, on se prend la tête, machin, tatata. Et tu as le photographe qui dit, putain, il y a les flics, Cédric, il y a les flics, bouge, il y a les flics, il y a les flics. Et là, je vois que bon, c'est grillé, donc on part en courant dans la gare de Cannes. Et ce qu'il faut savoir, la gare de Cannes, c'est en plein été, quoi. Tu vois, Cannes, c'est la Côte d'Azur, quoi. Tu as tous les touristes qui sont là avec leur bob jaune fluo, leur matelas de plage, tu vois, ils sont là en vacances, quoi. Et on part en courant dans ces marches de marbre blanc, etc. Nous, avec nos godasses de montagne pleines de boue, etc. Et on part en fourgon et on se bat, en fait. On fait une espèce d'élite fuite. Et ce journaliste du New York Times hallucine un peu sur comment est gérée la migration en France, et enfin surtout la frontière franco-italienne. Il fait un article de presse, moi je m'attendais à avoir un encart comme ça, et en fait on fait la première page. On fait la première page. À cette époque-là, c'était Valls qui était ministre de l'Intérieur, et lui, il pète un plomb, quoi. Il pète un plomb et il dit au préfet, il dit au procureur, lui, là, vous le coffrez et vous l'arrêtez. Mais le problème, c'est qu'ils sont venus trop tard. Ils sont venus trop tard, c'est que avant, je faisais du passage de frontières, et quand le procureur m'a fait bénéficier de l'immunité humanitaire, et que je comprends surtout l'illégalité de l'État, enfin des actions étatiques et qui sont complètement illégales, je me dis, si je dois dénoncer des actions illégales de l'État, moi, il faut que je sois clean. Si tu ne peux pas critiquer quelqu'un si toi, tu n'étais pas clean. Donc du coup, on se dit, bah, on va attaquer l'État et montrer les irrégularités de l'État. Et ce qui a fait chier le système étatique, ce qui a fait chier le ministère public, c'est pas le fait qu'on héberge des Noirs, c'est le fait en fait qu'on leur dise, bah, ce que vous faites, c'est illégal. Et à partir de ce moment-là, ça a été vraiment la guerre de l'image, la guerre de la prise de parole, donc des médias. Parce que pour moi, les médias, c'est quand même un haut-parleur, en fait. Et ça devrait être un contre-pouvoir, le média, quoi. Et je crois qu'on peut être d'accord là-dessus, où on donne la possibilité à des gens de s'exprimer et de faire une action politique de par leur parole, une parole qui soit citoyenne. Et du coup, ben, cette bataille juridique éclate. Le préfet, il pète un plomb parce qu'il se sent accusé. Comment il s'appelle ? Il s'appelle Leclerc, il est en Seine-Saint-Denis maintenant. Et surtout, moi, je me dis, comment je fais ? Alors, donc, du coup, qui on a en face ? En face, on a l'État, d'accord, avec qui gère une police, qui leur donne des ordres qui sont complètement irréguliers, complètement illégaux. Et nous, qu'est-ce qu'on a comme arme. Donc, c'est soit la violence, mais tu fais, bon, à quoi bon, on va perdre de toute façon, ou soit c'est jouer dans leur jeu. Eux, ils m'ont attaqué avec la médiatisation, parce qu'ils ont de suite communiqué sur le no border, etc., idéologue qui fait passer des gens, nanana. Et surtout... Trafiquant, non ? Trafiquant ? Ouais, trafiquant, enfin, total, quoi. Et du coup, il y a ce côté médiatique, il y a le côté aussi juridique, où ils m'ont, eux, poursuivi juridiquement, etc. Et je me suis dit, ce qu'il faut, c'est se battre pour de la com. Alors, je te coupe. Vas-y. Ils t'ont poursuivi juridiquement, ils te demandaient combien, tu risquais combien, pour ramasser des gens chétifs sur le bord de la route.
les faire passer parce que tu ne supportes pas qu'ils dorment dans la montagne par le froid, par l'humidité ou par quoi que ce soit, tu ne supportes pas. Donc c'est combien pour ça? C'est 5 ans ferme et 30 000 € d'amende. C'est beaucoup. Hein. Puis la prison, il n'y a pas de tireuse, il n'y a rien. Ah merde. On peut pas boire de bière. Oui, un peu de shit. Non. Je pense qu'il y a moyen d'acheter des bières en prison, ça va être compliqué. Et tu m'as coupé, je sais plus où j'en étais là. Le procureur, tu les as attaqués, tu as répondu sur le terrain. Ouais, et puis du coup, et surtout ouais, ce truc-là, donc du coup, nous, on a le côté médiatique, on va essayer de travailler le média, donc la com, et on va attaquer sur le plan juridique, donc on s'entoure d'avocats, de juristes, etc. Qui paye? Et ça, c'est Soro. Non. C'est qui Soro? Non, Soro, je disais. C'est qui Soro? C'est une blague. Non, c'est des militants qui. Bah après, on est vachement économe. On construit tout nous-mêmes parce qu'on a quand même dû faire des cuisines, on a dû faire d'organiser l'hébergement, etc. Et on est assez économe. Et surtout, il y a des avocats qui travaillent bénévolement. Donc, on est très économe dans notre façon d'agir, quoi. Et surtout, je pense aussi qu'il y a ce qu'ils ont fait avec moi, c'est la personnification, tu vois. Grossière erreur. Non, c'est pas. Les gens ont besoin de figures en fait. C'est pas moi qui le veux, c'est la société qui le veut, quoi. Donc, et j'ai vu la façon de communiquer, ça a été ouais, Cédric Herrou, regardez, lui c'est un méchant, etc. Et je me suis dit, au lieu de critiquer la police, de dire ouais les policiers sont des salauds, des racistes, etc. Je me suis dit, moi je vais attaquer leur chef et je vais donner un nom et une image. Et donc je me suis dit, le préfet Leclerc. Et chaque fois qu'on communiquait, on mettait une photo de sa gueule et on disait notre ennemi c'est préfet Leclerc. La police. Non, on n'a pas de problème avec la police. Mais c'est le préfet Leclerc. Et après, en politique, on a choisi, au lieu de prendre l'extrême droite, la famille Le Pen, etc., cette dynastie, on s'est dit plutôt, on va prendre Ciotti. Parce que Ciotti, Éric Ciotti, c'est un mec qui incarne une droite extrême, du racisme, la stigmatisation. Pourquoi du racisme? Parce qu'il focalise. Il focalise et sur sa com, il est vachement là-dedans. C'est pas du racisme. De focaliser. C'est quoi? C'est du populisme? C'est quoi? Ouais, c'est servir du racisme pour faire du populisme. C'est pas... Il a été condamné pour racisme, non? Non. Moi là, je vais être condamné pour diffamation. Et alors, du coup, on se dit, bon, lui, il va incarner la politique de droite extrême, le préfet, il va incarner le côté police, etc. Et on les attaque là-dessus. Et le préfet, lui, il supporte pas en fait, parce qu'il souvent il est là. Quand on communique, on dit oui, le préfet a été condamné au tribunal administratif. Il dit non, c'est pas moi qui ai été condamné en tant que personne. Il dit c'est les actions de la police qui ont été condamnées. Et lui dit moi c'est pas moi. Mais il a un peu raison. Il a un peu raison. Il a un peu raison parce que c'est pas du pénal en fait, c'est du tribunal administratif. Et au tribunal administratif, en fait, tu attaques des procédures administratives et tu attaques pas la personne. Et du coup, lui, le préfet, il pète un peu un plomb. Et ce qu'il fait, c'est autour de chez moi, parce qu'entre-temps, c'est que les personnes, on ne va plus les chercher, comme je disais tout à l'heure, c'est que les personnes arrivent toutes seules. Et on développe aussi la demande d'asile, la prise en charge des mineurs isolés. On force Éric Ciotti, qui était à l'époque président du département des Alpes-Maritimes, pour venir chercher les mineurs isolés dans la vallée de la Roya. Et, faire son job, quoi. Ouais, faire son job, ouais. Il avait un peu les boules, mais il était un peu obligé parce que voilà, c'est un peu ça. Rappelez que c'était toi, moi et les gens qui sont là qui lui payons son salaire, ou tu lui as rappelé un petit peu? Non, mais il n'y a pas besoin, mais il le sait, quoi. Après, c'est pas un salaire, hein, c'est un élu. Voilà, je peux te dire, moi. T'as attaqué Ciotti, ça les a fait chier. Ouais. Et du coup, je disais, donc, le préfet, il pète un plomb et il fait venir plein de gendarmes mobiles autour de mon domicile. Donc, en fait, les gendarmes mobiles, c'est un peu l'équivalent des CRS. Les CRS, c'est la police nationale. Les gendarmes mobiles, c'est des gens qui viennent de l'extérieur, des compagnies marseillaises, je sais pas, lyonnaises, parisiennes, et qui viennent dans la Roya et qui sont renouvelés toutes les 3 semaines. Et ça a pour but de ne pas créer de lien avec les habitants. Tandis que la police locale, de proximité, donc les gendarmes locaux, avec qui on a travaillé, avec qui on avait des discussions, ou avec qui on a réussi à amener de la légalité dans nos actions, de par la prise en charge des mineurs isolés et de la demande d'asile. Mais la différence, c'est que les gendarmes mobiles, eux, ils n'ont pas le temps de comprendre, en fait. Le temps où tu arrives à discuter avec eux, leur dire mais ce que vous faites, de faire la pédagogie avec les policiers, eux, ils bougent, les compagnies bougent et tu n'as pas le temps de faire tout ça. Donc on se retrouve avec
jour et nuit, hein, avec 5 postes de gendarmes mobiles autour de ma ferme. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que sur mon exploitation agricole, c'est que c'est très en pente. Et donc, du coup, tu as la montagne, tu as une voie SNCF qui arrive, tu as la route en bas, et c'est super dur à fermer. Donc, il met 5 postes de gendarmerie mobile, et dont 50 gendarmes qui sont là jour et nuit à vouloir fermer ce qu'on appelle le CCH, c'est le camping Cédric Héroux, c'est un camping international, de notoriété internationale. Mais il n'y arrive pas, quoi. Il n'y arrive pas, c'est que les gars et les gens arrivent à la maison et arrivent à accéder à leurs droits, en fait, on a créé une espèce de sous-préfecture des Alpes-Maritimes, donc je suis devenu préfet, hein, c'est un peu la classe quand même, et c'est une blague, mais on a réussi à monter en fait une procédure légale et régulière contre le système étatique, et grâce aussi à la gendarmerie locale. Donc, ils te surveillent. Quelles sont les méthodes invasives qu'ils ont utilisées? Alors, le présentiel, c'est-à-dire qu'ils ont fait le périmètre. Est-ce qu'ils t'ont mis des caméras, des micros? Ils écoutent tes conversations? Ils ont mis des caméras. Ils ont criblé ton entourage? Ils ont fait quelque chose? Ils ont échangé les antennes de chez Orange à côté de chez toi pour mettre les leurs? Ils ont fait quoi? On ne sait pas tout ce qu'ils ont fait, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que, par exemple, pour montrer l'illégalité de l'État, en fait, c'est qu'on allait au tribunal administratif, c'est que c'est interdit en fait pour l'État de mettre des contrôles policiers systématiques autour de chez des individus ou même sur la route, c'est interdit pendant plus de 12 heures. Et on attaque cette procédure au tribunal administratif. Et donc on fait venir un huissier de justice qui vient pendant une semaine le matin et le soir pour constater qu'il y a bien des gendarmes mobiles et un contrôle d'identité systématique des personnes qui rentraient, qui sortaient de chez moi, etc. Et le préfet vient lui-même se défendre au tribunal administratif et il dit c'est pas vrai. Et en fait, c'est dingue quand même. Il ment face à la justice, mais la justice le sait très bien, parce que tous les médias qui sont passés à la maison, tous les journalistes qui sont passés à la maison, tous les habitants de la vallée de la Roya ont très bien vu tous ces bus de CRS, enfin de gendarmes mobiles parqués autour de chez moi. Et il ment. Et il dit, non, mais en fait, Cédric Héroux fait venir l'huissier que quand il y avait des gendarmes. Mais entre-temps, il s'était parti. Donc le préfet, qui est un employé de l'État, hein, c'est pas un mec qu'on a élu, tu vois, il n'y a rien de démocratique dans le poste de préfet, en fait. Hein. C'est un préfet, c'est un mec, c'est un salarié qui lui suit des directives ministérielles. Le ministère lui dit, bon, toi dans ce département-là, tu vas lutter contre la prostitution. Toi là-bas dans ce département-là, tu vas mettre l'axe principal sur les militants d'extrême gauche. Toi là-bas, tu vas, lutter contre, par exemple, la migration. Et le préfet, son rôle, c'est de prendre en compte des directives ministérielles et de les rendre légales. Et de s'appuyer sur des textes de loi et de dire, bon, ok, et lui, en fait, le préfet, il n'a rien fait de tout ça. Mais je ne pense pas que ce soit lui, de son propre sort, qui s'est dit, tiens, je vais lutter contre l'immigration, quitte à être dans l'illégalité. Et je pense qu'il a, parce que là, de venir en Seine-Saint-Denis après la gestion qu'il a faite, ça a été comment dire, il a été promu en fait, tu vois. Ouais, Seine-Saint-Denis, à mon avis, c'est compliqué. Hein. Ah non, c'est un gros département, tu rigoles. C'est un gros département et pour une carrière, être préfet de Seine-Saint-Denis, c'est pas rien, quoi. C'est quand même, c'est pas rien, quoi. Revenons. Quand tu dis il ment en disant que c'est pas vrai, est-ce qu'il a été repris? Est-ce que le juge lui a dit bon Le juge, il a consenti qu'il y avait du mensonge, mais il a dit que c'était pas de son ressort et il a dit c'est du ressort du Conseil d'État, quoi. Et c'est pas de son ressort. Parce qu'il n'y a pas d'urgence dans le... Voilà. En fait, il s'est un peu défilé, il s'est un peu faufilé. Mais ce qui est compliqué, c'est que comment tu fais, toi, en tant que citoyen, pour attaquer au pénal, parce que c'est au pénal qu'il faudrait l'attaquer. Parce que le mec, il a été condamné plus de 400 fois. Et, il a été condamné. Son administration ou... Son administration. Donc, c'est pas du pénal. Voilà. Mais c'est pas pareil. C'est vrai que c'est pas pareil. Attention. Hein. Mais oui, c'est pas pareil. Mais du coup, ça aurait été du parquet, donc de la justice. Donc, le parquet, c'est le procureur de la République, à ouvrir une enquête pour mise en danger de mineurs isolés, etc. Et ils le font pas. Et nous, qu'est-ce qu'on a en tant que citoyen de s'attaquer comme à un préfet? On n'a pas de moyens, parce que le moyen, en fait, c'est donné au parquet. Et le parquet, c'est des procureurs. Mais les procureurs, c'est quoi? En fait, le procureur, c'est pareil qu'un préfet, en fait. Le procureur, c'est un type... C'est pas la justice, hein, le procureur. Hein. C'est le ministère. Voilà, il représente le ministère et c'est lui qui va poursuivre telle et telle personne, qui va mettre en garde à vue, qui va demander à ce qu'il y ait un procès. Et après, le procès, il est étudié par des juges qui, eux, sont indépendants. Mais
Pourquoi tu fais comme ça avec tes mains là? L'indépendance de la justice en Non, France, mais il faut y croire, parce passe que bien si tu crois plus, tu laisses tout, et en fait, tu perds tout. Il faut y croire, il faut donner la possibilité au juge de pouvoir s'exprimer, et si tu ne donnes pas ta confiance, bah, tu perds tout, en fait. Et Tu vois Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, ça te rassure ou ça te rassure pas? Bah, ça a rassuré tout le monde au début, et ça rassure moins les personnes maintenant. Et je sais pas, moi j'ai pas d'avis sur Dupond-Moretti, après je sais qu'il aime bien faire du théâtre. Il aime bien la chasse aussi. Il aime bien la chasse. Revenons à nos moutons. Sur la surveillance, est-ce que tu as senti avec les coups de fil que tu passais, est-ce que tu as testé, par exemple, tu appelles Robert, tu dis, bon Robert, là on va aller chercher des potes, ils sont sur le bord de la route, juste pour tester si tu n'étais pas écouté en live? On a testé, ouais. Et alors? Moi je pense qu'on est écouté. Ils appellent ça, dans la justice, ils appellent ça des fiches blanches. Et les fiches blanches, c'est des dossiers qui sont montés par l'État, et où on fait c'est du renseignement intérieur, mais qui ne peut pas être utilisé pour la justice. Une note blanche, c'est ça? Ouais, c'est une note blanche. Ouais. Tu ne peux pas utiliser ça pour la justice, ça ne peut pas faire office de preuve. Mais par contre, ça peut faire office d'information. Donc ça veut dire que s'ils me mettent sous écoute, avec des écoutes irrégulières, qui ne sont pas demandées par le parquet, donc par la justice, si le préfet fait ça, il peut influencer le parquet de dire « ouais, non, on l'a entendu, il dit qu'il fait passer des petits noirs et tout, machin, nanana ». Mais la justice ne peut pas s'en servir. Mais par contre, la justice en a accès. Elle a accès à ça, donc ça influence quand même le jugement. Mais ils peuvent pas l'utiliser. On a retrouvé aussi des caméras. On a retrouvé des caméras, ça vaut 350 balles, une caméra comme ça. Tu les as revendues? Non. Oh, t'aurais dû, c'est quoi, nos impôts. Je l'ai prêté à un pote pour faire un film. Et il a fait un film avec ces caméras-là. C'est pas mal, hein, c'est bien. Et en fait, on leur piquait les caméras. Et je suis allé voir les gendarmes de Breil. Moi, j'ai des caméras autour de chez moi. J'ai alerté la CNIL, parce que c'est interdit de mettre des caméras dans l'espace public. J'ai dit les caméras, ils se sont fait ouf. Et c'était à personne. Et je suis ah ouais, c'est à personne. Bah, du coup, moi, je vais toutes les chourer et je vais dire aux médias, donc je suis servi des médias, de dire regardez, moi, j'ai des caméras, etc. Et le procureur, il a mis du temps à réagir, parce que ça vaut 350 balles, 400 balles la caméra. Et c'est avec des visions nocturnes, des déclenchements automatiques. Il y a des cartes SIM dans les caméras pour envoyer les images directement sur des téléphones portables. Donc on en a volé, je sais pas, une quinzaine, quoi. Et ils ont trouvé un truc pour... Tu les as pas volés, tu les as trouvés. Je les ai trouvés, ouais, c'est vrai. Et ils ont trouvé un truc, c'est qu'ils ont demandé à la SNCF de porter plainte contre X et pour vol de caméra. Et en fait, moi j'ai été convoqué par les gendarmes, dire ouais, vous avez dit dans la presse que vous avez pris des caméras, etc. Et il y a la SNCF qui porte plainte. Et je leur ai dit, est-ce que les caméras sur les chemins, etc. sont à la SNCF? Non, non, mais ils ne parlent pas de ça, aux alentours des voies de chemin de fer. Je suis là, c'est pas moi. Mais quand même, la SNCF a suivi l'État pour dire oui, c'est mes caméras, alors que la SNCF suit toujours l'État. Non, mais ce qui est fou, c'est que nous on a les preuves que c'est pas la SNCF, parce que vu que c'est des caméras à déclenchement automatique, c'est des caméras à déclenchement automatique. Donc en fait, quand tu prends les images, parce qu'il y a une carte SD dedans, quand tu prends les images, tu vois les gendarmes en train d'accrocher la caméra et décrocher ou relever. Tu les vois les gendarmes. Donc tu as leur gueule, tu as marqué gendarmerie, etc. Oui. Mais après, qu'est-ce qui nous parce que ça dépasse la question militante. Tu vois, on dit Cédric Herrou, militant pro-migrant. Je ne suis pas militant pro-migrant. Moi, j'ai défendu des valeurs dans une vallée. Non, mais quand tu as des mythos en face de toi qui utilisent une institution pour porter plainte contre toi et que tu as la tête des gars, le premier réflexe que tu as, c'est tu mets ça sur YouTube. Tu dis maintenant, la SNCF a changé d'uniforme. Non? Oui, pourquoi pas. Ouais. Mais ça a été dit, hein. Ça a été dit, ça a été fait, quoi. Elle est pas mal, hein, votre grappa, là. C'est de l'eau. C'est de l'eau. Et voilà ce que je disais, c'est nous, on n'est pas militants pro-migrants. C'est qu'à un moment, quand c'est le bordel quand l'État met le bordel dans une vallée ou dans une cité ou dans un village ou dans un quartier, je crois que c'est le devoir du citoyen à faire de la politique, quoi. Tu vois, la politique citoyenne. On reviendra sur faire de la politique. On va revenir sur les images. J'ai vu des séquences de gendarmes qui emmenaient des migrants dans les locaux de la SNCF et ensuite qui les reconduisaient au train. Il y avait des mineurs isolés. Ça, c'est légal, c'est pas légal? Non, ça, c'est pas légal. C'est pas légal parce que
Il y a une députée qui était venue, parce que les députés ont le droit d'aller dans les zones... J'ai bien eu ces images-là, d'ailleurs. Hum, T'as bien fait ces images. ouais, on a fait ces images. Ouais. Et sur un film qui s'appelle Aller-retour. Ça s'appelle CRS, c'est Collectif Roya Solidaire. Et on a fait ces images-là, et qui ont alerté le défenseur des droits. Et le défenseur des droits a demandé au ministère de l'Intérieur ce que c'était. Il a fait oh, je ne sais pas trop. Il y avait quand même des directives marquées à la main, si présence de médias, ne pas mettre les mineurs dans le train. Et après, les gens vont dire mais pourquoi mettre des mineurs dans le train, etc. En fait, parce que. Accompagné d'ailleurs. Hein. Non accompagné, c'est sûr. Et en fait, pourquoi? C'est pour les cacher de la police italienne. C'est que le préfet, donc l'État, a fait de la rétention de mineurs isolés, donc c'est la séquestration de force, hein, quand quelqu'un ne veut pas être enfermé, ça s'appelle la séquestration, et il a fait du passage de frontière entre la France et l'Italie en voulant détourner des contrôles policiers italiens. Donc, refiler la patate chaude aux Italiens. Sans leur dire en les cachant, sans passer par le protocole habituel de réadmission en Italie. Et ça c'est grave, enfin il y a un moment où... c'est même pas de dire oui c'est bien la migration, c'est pas bien, etc. Si à un moment l'État commence à se mettre dans l'illégalité, à faire de l'idéologie, non pas une gestion politique, tu te dis mais la démocratie elle est où quoi? À quoi ça sert de se faire chier, à aller voter, à quoi ça sert d'écrire des lois alors que le mec il est fuck, moi le ministère il m'a dit de lutter contre l'immigration, moi je lutte contre l'immigration à tout prix, et c'est grave quoi. Est-ce que tu connais la théorie des baïonnettes intelligentes? Non. Ça te dit rien? Non. En gros, si tu donnes un ordre, je te résume trivialement la chose, si tu donnes un ordre complètement dingue ou qui ne respecte pas la loi à un policier, il a le droit de dire non. Ah oui, c'est le droit de réserve, ouais, bien sûr. Après, il faut qu'il soit conscient de ce qui est légal ou illégal. C'est que même un contrôle d'identité, c'est pas si simple que ça, un contrôle d'identité. Et le problème, c'est que la police, souvent on dit ouais, donner les moyens à la police, etc., machin. Mais les moyens à la police, c'est pas leur filer des flashballs et des matraques. Donner des moyens à la police, c'est les former à la déontologie, c'est les former à leur métier. Et c'est que là, on a une police qui est absolument pas formée. Et c'est pour ça que qu'est-ce que tu entends par pas formé? C'est-à-dire qu'ils connaissent pas les textes de loi? C'est 8 mois. Attends, c'est 8 mois. Moi, j'ai fait 8 mois et le concours d'entrée. Moi, j'ai fait 2 ans pour avoir un CAP de mécanique. Alors, il faut 2 ans pour avoir un CAP de mécanique. Il faut 8 mois pour être flic, quoi. Tu connais la note rédhibitoire au concours d'entrée à la police nationale? Non. 5 sur 20. 5 sur 20. Donc ensuite, c'est... Mais après, il faut pas rentrer dans ce truc de dire les flics, c'est des incultes, c'est des ignares, c'est des... Les flics, ils auraient pu être plombiers, électriciens, juristes ou je sais pas quoi. Mais... Ah bah non. Mais oui, non, mais j'ai vu, honnêtement, moi j'ai vu, je pense qu'il y a beaucoup de cons chez les flics, beaucoup plus que chez les boulangers ou les bouchers. Ça, c'est un métier qui attire les cons. T'as pas de source, t'as pas de stats, c'est à la louche, c'est gratuit. Oui, mais c'est une réalité, quoi. On voit ce qui se passe en ce moment au niveau de la gestion policière. Mais en tout cas, moi j'ai vu des gens super intègres. Et des gens qui ont envie de travailler dans la légalité et qui sont décontenancés quand ils comprennent que leurs directives sont illégales et irrégulières. Et il y a plein de gens bien dans la police, mais à force de dire que les policiers sont des cons, à force de stigmatiser les flics, je veux dire les bons flics, eh ben, ils n'ont plus qu'à fermer leur gueule, quoi. Tu vois, c'est ça qui est dangereux en fait dans la stigmatisation, c'est qu'on laisse pas d'autre choix en fait. C'est comme la stigmatisation des Arabes, des Noirs et des Juifs et des Roux, quoi. Donc il y a un moment où quand tu stigmatises, bah forcément tu auras que ce rendu-là. C'est comme la justice. Tout à l'heure je t'en parlais de la confiance qu'on peut apporter dans la justice, sur l'indépendance de la justice, des juges. Si on commence à dire à la justice c'est des pourris, etc., qui c'est qui voudra faire ce métier? Et quel issue de secours on donne aux juges qui sont intègres et qui ont envie de faire une justice basée sur du droit, une justice indépendante? Et c'est ça là où il faut faire attention en fait dans la stigmatisation. On rappelle que le budget de la justice en France est digne d'un pays du tiers-monde. Je vais te poser une question concernant tes détracteurs. Qu'est-ce que tes détracteurs te disent, mis à part que t'es un passeur de clandestins, un délinquant, que tu fumes de shit, que t'es un hippie qui pue, et je t'en passe les meilleurs. C'est vrai que je pue, mais ça, c'est pas... Il faut bosser, hein. Je leur dis, le problème, je crois que le débat politique, en fait, de l'idée politique, il est
est pas, enfin, il n'y a pas de débat politique en fait. Tu vois, il faudrait, je pense, sur la migration, c'est sortir du clivage pro-migrant, anti-migrant, qui est un clivage débile, une espèce de lecture binaire en fait, de dire t'es pour, t'es contre. Tu vois, un peu comme dans les émissions d'Hanouna, avec leur truc pour ou contre. Mais c'est beaucoup plus délicat que ça. Moi non plus. Il m'a invité, j'ai refusé. C'est le seul média que j'ai refusé, c'est Hanouna. Mais il faut, ouais, je pense qu'il faut arriver à se mettre ensemble autour d'une table et pouvoir en discuter. Est-ce que tu comprends leur perception? Est-ce que tu te mets à leur place? Ils sont dans un pays qui, économiquement parlant, est déjà moribond depuis des années, qu'on est en train de se taper une crise Covid qui est en train de foutre à plat complètement l'économie. Ils sont en train de se rendre compte que la charité chrétienne, égalité, fraternité, tout ça, ça coûte de l'argent et que ça marche que quand il y a de l'argent. Donc ils sont en train de dire, ce gars-là, il est dangereux, il est en train de faire passer des gens, tu sais pas si c'est des terroristes, tu sais pas ce qu'ils veulent. Hein. Donc ça, c'est leur comment dire ça, c'est leur récit. Quand tu es face à eux, tu leur dis quoi? Tu dis, moi, j'en ai rien à faire, je suis français, je vois quelqu'un qui est dans la merde, dans la montagne, je lui tends la main, comme les marins font. La solidarité de la montagne et la solidarité des marins, c'est une vraie chose qui existe toujours. Quand tu leur dis ça, tu dis, moi, je suis français, je laisse pas les gamins crever sur le bord de la route. Quand je suis venu te voir, j'écoutais un slogan de pub pour les assurances qui disait, vous garez pas sur les trottoirs parce que les gamins sur la route, c'est dangereux. C'était à mourir de rire. Donc quand tes détracteurs te disent t'es un danger public parce que tu fais passer un message, qu'avec Facebook, ils ont Facebook au Soudan, ils font passer le message qu'il y a le petit Cédric qui lui protège contre la police, donc ça fait un appel d'air. Quand ces gens-là t'opposent ça, tu leur dis quoi? Après, il y a plusieurs questions là, dans ta question. Déjà, moi je pense que pour la gestion migratoire, je ne pense pas que les gens soient d'accord. Enfin, moins sain d'esprit pour noyer des gens en Méditerranée, c'est le cas en ce moment. Hein. C'est l'Europe organise. Combien de morts cette année Combien de morts en tout de noyades approximatifs? Je ne sais pas, mais beaucoup. Je n'ai pas les chiffres en tête. 30 000 Ouais, je pense. Ouais, je sais pas, j'ai pas les chiffres. Mais beaucoup, en fait, il y a une organisation, il y a une noyade organisée en Méditerranée. Et c'est que les gens qui sont contre la migration ne sont pas forcément contre les migrants. C'est des gens qui sont contre des conséquences négatives dues à la migration. Mais pourquoi il y a des conséquences négatives dues à la migration? Parce qu'il y a une mauvaise gestion de la migration. Et c'est les conséquences négatives d'une mauvaise gestion de la migration. Et moi, je ne pense pas qu'il y ait de nationalité à la violence. Je ne pense pas qu'il y ait de nationalité à la haine. C'est d'ordre d'éducation, en fait. Et tu vois, là, en ce moment, la gestion migratoire, il n'y a pas de gestion migratoire. Il y a de la gestion contre les immigrés, en fait. C'est même pas. Pourquoi il y a ça? Parce que c'est un outil de déstabilisation de la pensée. C'est qu'on détourne le regard en disant, attention, l'ennemi, c'est la migration. Mais le truc, c'est que, je veux juste finir ce raisonnement-là, en fait, sur la gestion de la migration. C'est que déjà, pour commencer, c'est que les personnes en migration n'ont pas besoin de moi pour passer une frontière. Ils ont besoin de moi pour avoir une tente, pour pouvoir un repas, pour avoir tout ça, ou de la considération. Mais tout le monde passe. Et quand on voit les chiffres du ministère et de l'État sur les reconductions de France en Italie, c'est des chiffres qui sont vrais, mais sauf que ce n'est pas le nombre de personnes, c'est le nombre de refus d'entrée. Ce qu'on appelle les refus d'entrée, c'est des personnes qui ont essayé 5 à 10 fois, 15 fois de passer, et du coup, une personne a fait 15 retours en Italie. Donc en fait, c'est des chiffres qui sont complètement faussés. Et moi, j'aimerais bien que l'État me dise le nombre de personnes qui sont restées en Italie parce qu'il y avait des contrôles aux frontières. Moi, j'en connais pas. Pourtant, je suis sur le terrain, je connais personne qui est resté en Italie parce qu'il y avait du contrôle aux frontières. C'est que la frontière, elle n'arrive pas à bloquer les gens. La frontière, elle blesse, la frontière, elle précarise, la frontière, elle alimente des réseaux de prostitution, des réseaux de traite humaine, et c'est la frontière. Si des réseaux de passeurs existent, c'est parce qu'il y a des contrôles de flics, et c'est que les réseaux de passeurs sont payés pour détourner des contrôles de flics. Même si on éradique les passeurs, et ce qui est pas possible, parce que ça existera toujours, c'est que les gens
passeront quand même. Les gens passeront quand même. Donc comment tu veux gérer un flux migratoire quand tu obliges les gens à se mettre dans la clandestinité? Parce que si tu fais du contrôle aux frontières, et en plus, il faut savoir que la demande d'asile est possible à la frontière, mais elle est pas mise en place. En fait, il n'y a pas de possibilité de faire des demandes d'asile à la frontière. C'est qu'on oblige les gens à se mettre dans la clandestinité pour pouvoir arriver en France. Comment se fait-il qu'à Paris, des gens qui sont passés par la frontière franco-italienne et traverser tout le territoire français en étant en situation irrégulière. En fait, sous prétexte de dire oui, il faut qu'on contrôle les frontières, qu'on sache qui rentre, qui... Ouais, pourquoi pas? Moi, c'est un discours que j'accepte. Tu vois, je dis ouais, pourquoi pas? Mais la conséquence là, de la fermeture des frontières, de la gestion étatique, c'est que les personnes se retrouvent en situation irrégulière. C'est pour ça qu'il faut sortir de l'idéologie et avoir une notion pragmatique. Et c'est un peu comme le vent, la migration. Si tu as beau être contre le vent, tu peux mettre des éoliennes où tu veux, tu ne lutteras pas contre le vent. Et il y a un moment, c'est un fait. C'est une réalité, c'est que des gens ont traversé les déserts, ont traversé la dictature, la guerre ou la précarité économique, ont traversé la Méditerranée et la Libye aussi, hein, et c'est pas notre frontière à 2 balles qui va fermer personne. Il faut voir ce que ça veut dire frontière. C'est vrai que depuis Paris, on imagine la frontière comme une route, ça peut être vrai, hein. C'est une route avec une barrière comme ça, on va regarder qui rentre pas. Mais autour de ces routes, il y a des montagnes. Et il n'y a pas longtemps, j'ai publié des photos, je veux dire, voilà la frontière à quoi elle ressemble, et tu vois de la montagne, quoi. Et là, des chemins, il y en a partout, quoi. Et c'est ultra facile de passer. Et si on veut gérer la migration, il faut... le droit, il n'est pas si mal écrit que ça. Il n'est pas parfait, mais il n'est pas si mal écrit. Et même s'il n'est pas parfait, je crois que c'est une base de réflexion votée par des gens et travaillée par des gens qui ont été élus démocratiquement, qui représentent le peuple français. Et il faut se baser là-dessus pour pouvoir gérer le truc. Mais le problème, c'est que c'est géré de façon idéologique. C'est contre les migrants après tout. Donc du coup, on se retrouve avec des personnes en situation irrégulière de partout sur le territoire français. Je te coupe. Est-ce que tu peux te mettre l'espace d'un instant dans la peau de l'État, de nos fonctionnaires, de la peau de nos dirigeants? Je te décris le biotope. Leur biotope, notre biotope. Réchauffement climatique. Mais ça, ils en ont rien à foutre du réchauffement climatique. Oui, ça c'est sûr qu'ils brassent de l'air chaud, surtout en ce moment. Donc réchauffement climatique, accélération des migrations dues au réchauffement climatique, contexte économique basé sur des ressources compliquées, système financier qui tient sur 2 pattes et demi. Là-dessus, on a la Turquie qui a un centre de rétention avec 2 millions de personnes et qui, du jour au lendemain, peut dire voilà, je vais en lâcher 150 000, 200 000, 300 000 pour déstabiliser Macron, parce que Macron, il a dit que Erdogan n'était pas gentil. Est-ce que tu peux imaginer le degré de stress de voir 300 000 personnes arriver d'un coup, en gare de Cannes, en gare de ce que tu veux, avec un État complètement démuni? C'est pas vrai qu'on est démunis, en fait. S'il y en a 300 000 qui arrivent, je peux te dire qu'on sera démunis. Hein. Mais non, c'est rien, 300 000 sur 70 millions de personnes. Non, mais d'un coup. Même d'un coup, c'est gérable. Enfin, pas de... Enfin, moi, j'ai créé de l'événementiel. On a géré des milliers de personnes sur des petits espaces. C'est pas trop le... C'est juste, il faut s'en donner les moyens. Mais ce qu'il y a, c'est que... C'est combien? Non, mais c'est pas vrai que la France va mal, en fait. C'est pas vrai que le système économique va mal. Je veux dire, il y a des mecs qui font des milliards. En fait, ce qui vont mal, c'est les pauvres, en fait. Et la misère, en fait, est incarnée par les migrants. En fait. C'est pour ça qu'il y a une volonté du système néolibéral d'attaquer les migrants, parce que c'est un prétexte. C'est que les mecs se gavent. Tu vois, pendant le Covid, moi j'ai des potes qui ont des bars, qui ont des restos, ils sont pris comme ça, et tout le monde s'en fout, quoi. Tu vois, tout ce qui est culturel, tout ce qui emmène à l'échange, à la discussion, c'est ça de la politique, en fait. C'est de réfléchir sur des problématiques, comment nous, en tant que citoyens, on y réfléchit, et c'est nous qui influençons les politiques. C'est par notre pouvoir de vote. Non, non, c'est pas utopiste. Non, c'est pas utopiste du tout, parce que moi, je pense pas que les gens soient des cons. On vit dans une démocratie. On vit dans une démocratie représentative, mais je pense qu'on n'est pas... On n'est pas si mal lotis que ça en France, mais vraiment, hein, on a une chance énorme de vivre en France. Et moi, j'ai vu des gens qui, et je m'en rends compte beaucoup plus qu'avant d'avoir lutté tout ça. C'est qu'on a la chance d'avoir quand même ça, ces infrastructures, même qui soient étatiques, qui soient avec. On a quand même la chance de pouvoir vivre dans une démocratie, ouais, même si elle n'est pas parfaite, mais c'est pas parce qu'elle n'est pas parfaite qu'on doit tout balancer.
Et il y a un moment où nous, on doit se battre pour qu'elle soit défendue et pour la faire grandir. Puis ça se vit. Tu vois, la politique, bah, ça évolue avec voilà, l'évolution du monde, quoi. Mais de dire que la France est en crise, etc., c'est pas vrai, quoi. Je veux dire, il y a des milliards, le PIB n'a pas baissé, quoi. Je veux dire, les entreprises du CAC 40 se gavent, là, pendant le Covid, quoi. Ils se gavent, en fait, tu vois. Et j'ai l'impression qu'il y a notre discours ou espèce de bien-pensance médiatique, politique, qui sont là, oh là là, les migrants, maintenant on a le Covid, heureusement, donc du coup on ne sait pas trop qui c'est, mais voilà. Et on se fait baiser, en fait. On se fait baiser sur où on doit agir, mais la gauche aussi se fait baiser, tu vois. Et l'extrême gauche se fait baiser aussi. Et sur dire, en fait, il faut rentrer dans une espèce de machines organisées par le néolibéralisme. Donc elle passe par l'éducation des gamins à l'école, elle passe par les films qui sont... les films, c'est quoi? C'est basé sur des subventions. De quel message on donne, quel message on apporte, et on est dans une machine néolibérale. Et c'est pas une histoire de complotisme ou quoi que ce soit, c'est qu'il n'y a pas de grand big boss, c'est juste une espèce de consensus où tout le monde se retrouve là-dedans, et il n'y a pas de lecture objective, en fait. C'est qu'on se fait baiser par le néolibéralisme. Et c'est tout, c'est pas les migrants, c'est qu'on se fait baiser, quoi. Nos richesses, elles sont prises. Il y a quand même 50% des richesses mondiales qui sont partagées par 2% de la population. Mais ces mecs, c'est même pas l'argent, en fait. C'est que l'argent, c'est nous, toi, moi, pour nous, l'argent, c'est quoi? C'est payer le loyer, c'est payer les factures, c'est se payer des bières, machin, ou un resto, ou payer son bois. Payer son bois. Et nous, l'argent, c'est ça. Mais eux, l'argent, c'est pas ça. L'argent, c'est pas ça. Pour eux, l'argent, c'est le pouvoir, en fait. Et c'est pesé dans la balance. Et si les milliardaires, tu te dis, mais pourquoi tout le monde se dit, mais qu'est-ce que tu en as à foutre d'avoir des milliards sur le compte en banque et tout? Parce que c'est le pouvoir. C'est là où tu es influent. Et c'est l'argent, en fait, c'est un outil. À la base, c'est un outil de troc. C'est un outil de troc où on va échanger sur une base où tout le monde entend, comprend. Voilà. Mais eux, c'est pas ça, en fait. Toi, tu as étudié Ricardo. Non, moi, j'ai étudié rien du tout. Moi, je vois ce qui. Moi, j'ai bac-4, quoi. J'ai pas étudié. Moi. Mais on se fait baiser, quoi. Et la gauche se fait baiser parce qu'elle veut rentrer dans un système qui ne lui ressemble pas, et elle défend pas des idées, la gauche. La gauche, elle défend pas des idées. Parce que défendre des idées, tu peux pas défendre des idées et défendre de l'électoralisme. C'est que quand j'entends des gens de gauche dire « oui, on referme les frontières et tout », parce qu'en fait, la notion de fermeture des frontières, c'est une espèce de mantra, de solution facile. Ah, on ferme les frontières, on va lutter contre l'exil fiscal, on va lutter contre l'immigration, on va lutter contre... c'est une connerie, en fait. Et on prend les gens pour des cons, et à force de les prendre pour des cons, on finit par être cons. Et on arrête de réfléchir. C'est qu'à un moment, c'est pas parce que tu mets 3 flics à une frontière que tu vas lutter contre l'exil fiscal. C'est pas parce que tu mets 3 flics à une frontière que tu peux en mettre 6, hein. Tu vois, Macron, il a dit, bon, on va doubler les flics pour le contrôle frontière. J'ai vu, c'est vrai, il a doublé les flics. Alors, au lieu qu'ils soient 15 à rien foutre au bord de la route, bah, ils sont 30. Bah voilà, c'est super, quoi. Mais c'est connerie, quoi. Et les mecs, ils sont pas formés à gérer tout ça, quoi. C'est qu'à un moment, ça sert à rien de se faire chier à élire des gens qui construisent un pouvoir législatif, etc., pour mettre des mecs qui ont fait 8 mois d'études pour être flics et à gérer des trucs qu'ils comprennent même pas, quoi. C'est qu'à un moment, il faut avoir confiance dans nos institutions, il faut avoir confiance aussi aux Français et aux gens qui vivent en France pour raisonner, pour trouver des solutions ensemble, quoi. Et j'ai l'impression que tout se précarise, en fait, dans le débat politique, dans la réflexion politique. Et c'est que la gauche, au lieu de se dire, ben on va sur le terrain, avec le Covid c'est compliqué parce que les cinémas sont fermés, parce que les bibliothèques sont fermées, parce qu'on ne peut pas se regrouper, on ne peut pas discuter, etc. Mais la gauche devrait en fait défendre ça, défendre des idées. Et la gauche, elle ne défend pas des idées, elle défend de l'électoralisme. Et en fait, ils ont juste envie, c'est de passer au pouvoir. Mais à quoi ça sert de vouloir passer au pouvoir juste pour passer au pouvoir et en oubliant tout ce qu'on est? Et moi, je préfère perdre tous les jours dans une minorité et pas être compris par la majorité, mais de défendre des idées, mais de défendre des idées à tout prix, quoi. On va rentrer plus dans le terrain. En ce ouais, moment, il y a on a l'impression d'y être, là. Hein. Ouais, mais ça, c'est le terrain des politiques. Là, on va parler là où nécessité fait loi. En ce moment, chez toi, il y a combien de personnes? Pas beaucoup, parce qu'on est devenu Emmaüs Roya. Et donc, on a un accueil limité parce qu'on veut accueillir les gens dans de bonnes conditions. Donc, on a 6 personnes.
C'est toujours les mêmes nationalités, c'est toujours les mêmes classes d'âge? Non, ça a changé parce que maintenant il y a des Français. En fait, les étrangers se sont fait grand remplacer par, par des Français. On fait de l'accueil inconditionnel, on est devenu Emmaüs. Mais c'est ce qu'on a toujours fait dans la Roya, en fait. Tu vois, aider tout le monde, on l'a toujours fait. Et on a mis le phare médiatique parce qu'on aidait des étrangers. Mais l'entraide, on a toujours fait ça, quoi. Et c'est pour ça qu'on n'est pas militant pro-migrants, c'est pas une lutte pour la migration. C'est juste accueillir des gens dans la dignité et de manière inconditionnelle. Et que tu sois français à la maison, on a un Roumain, on a un Français, on a un Espagnol. Tu vois, on a des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux. Et c'est là où ça marche. Et moi, j'ai vu... C'est vrai que ça peut être un discours de gauche de dire oui, la mixité c'est génial et tout, nanana. Mais moi je l'ai vécu ce truc-là en fait. Et c'est vrai que pour éviter ce qu'on appelle le communautarisme, même dans un petit espace où il y a 10 ou 15 personnes, pour éviter le communautarisme, si par exemple tu as, on va dire, 5 Français, 2 Égyptiens et un Soudanais, je sais pas quoi, le public dominant en masse va prendre le dessus sur le truc. Et si tu arrives à faire une mixité, c'est qu'il y a une cohésion en fait sur la communauté en elle-même. Et t'as pas de séparatisme dans la communauté. Du temps où tu avais beaucoup de Tchadiens, d'Érythréens, de Soudanais, est-ce que les services de renseignement sont venus te voir pour dire voilà, est-ce que t'as repéré quelqu'un qui pourrait nous filer des renseignements sur les passeurs ou des choses comme ça? Non, mais ils en ont rien à foutre. Non, jamais. En fait, tout ce qui est système étatique... J'ai plus de poire, là. Non, mais ça va aller. Et non, ils s'en foutent. Non, mais c'est pour ça qu'ils s'en foutent. Ils sont jamais venus pour faire du recueil d'informations? Non, mais nous, on en a fait du recueil d'informations. Je t'écoute. En fait, on a pris tous les gars qui arrivaient à la maison et on leur posait des questions. Comment ça s'organise à Vintimille, qui, quoi, les voitures, comment ça passe, comment... Parce que moi, j'étais confronté à ça. Je descends à Vintimille et tu vois des passeurs qui sont là devant les flics. Ils sont là devant les flics et ils font un peu leur marché, tu vois, genre comme les moutons, en fait. Tu vois, tu mets les moutons gris là, tu mets les moutons blancs là, tu mets les moutons noirs là-bas, les hommes, les femmes, les enfants, et tu fais ton business. Ça fait penser, quand tu décris ça, ça fait penser, tu sais, à la traite des esclaves. Ouais, bah après, pour eux, c'est de l'organisation pragmatique, en fait. Et du coup, on a posé des questions aux gars qui passaient à la maison. Donc, on a eu les voitures, les plaques d'immatriculation, les numéros de téléphone, qui, quoi, comment, des gens qui... voilà. Combien ils payent? Ouais. Combien ils payent un passage, ça dépend de la saison, en fait. C'est entre France-Italie, ça va de 20 € par les montagnes, tu vois, à 150 €. Bon, c'est toujours moins cher que le taxi, hein. Mais entre 20 balles, on va dire, et 150, 200, 300. Là, en ce moment, c'est 250 € le passage. Et du coup, on fait ce truc avec qui, quoi, comment, Et j'attends ma future garde à vue, parce que j'ai fait 11 gardes à vue, et en 2017, tous les 15 jours, j'étais en garde à vue, quoi. Ça n'arrêtait pas. Et donc du coup, toujours pareil, aide au transport et machin de personnes en situation irrégulière. Et je fais, moi j'ai de l'info et je veux que ça soit partagé au procureur avec une liste de personnes, etc., machin, qui font du passage et qui avec des mafias organisées. Et ils en veulent pas. Et ils s'en foutent en fait. Et ce qu'ils veulent, c'est pour ça qu'on est dans l'idéologie, on n'est pas dans une gestion pragmatique, politique, quoi. C'est qu'ils en ont rien à foutre. Et en fait, ils ont voulu écraser Héroux et ce qu'ils représentent, parce que moi, je parle au nom de gens, en fait. Je parle au nom d'associations, de personnes qui sont passées par la maison, et moi, je suis juste la bouche de ceux qui... Enfin, j'essaie de le faire au mieux. C'est pas parfait, quoi, mais j'essaie de le faire au mieux. Mais je sais plus où je disais, moi. L'information que tu voulais transmettre. Ah ouais. Et du coup, ils ont une volonté d'écraser l'opposition politique. Et qu'ils se servent de la justice, ils se servent du parquet pour pouvoir m'incriminer. Comment ça se fait? En fait, j'ai fait quand même 11 gardes à vue, 5 perquisitions, 4 procès, et j'ai toujours été relaxé. Ils t'ont jamais mis des kilos de shit chez toi pour dire que t'étais un dealer de drogue ou des choses comme ça? Bah, ils ont peut-être mis, mais on a tout fumé, donc... Ils n'ont rien retrouvé. Il ne faut pas fumer. Non, j'ai arrêté de fumer aussi. Je pousse la question. Est-ce que ta prise de renseignement, elle venait
plus loin que l'Italie, est-ce que par exemple ils t'ont décrit ce qui se passait en Libye, quelle route ils prenaient, combien ils étaient, quel type de véhicule, quel type de torture, quel type de tout ça? Est-ce qu'ils t'ont expliqué avec par exemple c'est toujours le même nom qui revient ou des choses comme ça? Après, mais ça a été un peu la qualité entre guillemets de notre accueil, c'est qu'on pose pas trop de questions sur la Libye, parce que c'est compliqué la Libye. Pourquoi c'est compliqué? Parce que c'est grave ce qui se passe en Libye. Il y a de la torture, il y a de l'esclavage, il y a du viol. Et tu vois, enfin, je vais pas dire 100%, on va dire 95% des femmes se font violer en Libye. En fait, il y a vraiment une gestion de la traite humaine. Mais je me rappelle à l'époque où Kadhafi a été accueilli en grande pompe par Sarkozy. Avec notre blé. Avec notre blé, ouais. Et la menace de Kadhafi, ça a été de dire si on ne s'arrange pas trop, moi je t'inonde de l'Europe, quoi. Parce qu'en fait, la Libye allait très bien avant. Bon, c'était une dictature, mais en tout cas, économiquement, ça fonctionnait. Il y a beaucoup de gens d'Afrique qui allaient travailler en Libye. C'était un peu le Monaco de l'Afrique, quoi. Et puis qui bossaient et qui se rebarraient dans leur pays, quoi. Et la Libye a arrêté la migration, mais que dans un sens, dans le sens du retour. Et il y a des gens, moi j'ai croisé des gens qui m'ont dit, moi je voulais pas aller en Europe, mais le seul moyen de quitter la Libye, ça a été les bateaux. Et il y a une organisation que l'Europe finance, par des camps. En fait, il y avait des camps l'Europe finance. Ah bah oui, l'Europe a financé. En fait, on a externalisé les frontières de l'espace Schengen, on les a mis en Libye, et la Libye est financée pour gérer la migration à la place des Européens. Et il y avait des camps en fait d'esclavage en fait et de travaux, etc. machin, qui étaient mis en place en Libye. C'était l'Italie, au nom de l'Europe, qui sont allés négocier toute la gestion en fait, de la migration. Ils ont dit, par contre, nous, on va vous financer, mais par contre, vous nous signez un papier pour respecter les droits de l'homme. Un peu comme Nike fait quand ils vont travailler avec des entreprises chinoises pour dire, vous signez là pour pas qu'il y ait des enfants qui travaillent. Ça, c'était avant, ça. Et du coup, on a financé des réseaux de passeurs, des réseaux de traite humaine, on les finance toujours. Et après, c'est vrai qu'il y a une organisation en Libye qui s'organise, quoi, avec la prostitution des Nigérianes. D'un coup, tu vois à 26 000 des Nigérians arriver. Tu vois, après, c'est des Érythréens, tu as des familles, après, tu as les gamins, après, tu n'as que des hommes seuls. Donc, il y a quand même une logistique derrière qui est en œuvre. Ça, c'est évident, quoi. C'est évident. En termes de route migratoire, donc les gens qui venaient chez toi, c'était... C'est que la Libye. Que la Libye. Ouais. Chez nous, c'est l'Afrique. Pas la Turquie, la Grèce, les Balkans. Non, et ça arrive là maintenant. Ça arrive là chez toi? Ça arrive maintenant, pas chez moi, mais à 26 000. Ça arrive. Il y a le seul qui bouge, c'est normal. C'est le métro. Ah ok, putain. On a le... Ouais. Donc pour revenir à l'acquisition de renseignements, personne n'est venu te voir pour savoir ce qui se passait chez toi, s'il n'y avait pas de l'information à prendre, de renseignements. Ils savent ce qui se passe, je pense qu'ils sont tout à fait au courant de ce qu'ils ne sont pas non plus complètement débiles, quoi. Enfin, tu vois, je pense qu'ils savent, ils savent ce qui se passe. Ils ont des satellites. Bon, même, ils ont des gens qui, sur le terrain, quoi. C'est pas compliqué à savoir comment ça marche, il suffit de mettre un flic black au milieu du reste pour comprendre comment ça marche. C'est pas non plus très compliqué. Tu parlais en début d'interview qu'on t'avait donné un sobriquet qui était grand remplaciste. ça sort d'où, ça? Bon, ça sort, les gens, la théorie du grand remplacement, de l'islamisation de la France, etc. Ça veut dire quoi? Pour certains, on est en train de grand remplacer le peuple français. Pour eux, c'est une je sais pas trop, il faudrait leur demander, quoi. Il faudrait que tu en invites un pour qu'ils puissent s'exprimer. Ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant à comprendre, quoi. C'est pour ça que même ces gens-là, en fait, moi, j'ai pas envie de les dénigrer. C'est un peu même sans être complotiste, les gens qui votent à l'extrême droite. Dans mon village, j'en connais, tu vois. Il y a des gens avec qui je vais boire des coups et qui sont d'extrême droite. C'est ça que c'est marrant dans les villages, dans les vallées, c'est qu'il y a vachement de mélange. On sait de quel parti. La politique, quand même, fait partie de la vie du village, quoi, mais on peut boire des coups avec des gens d'extrême droite. Et moi, ça m'arrive, par exemple, des gens d'extrême droite qui m'appellent, qui me disent « Ouais, j'ai ce gamin, un restaurateur, qui me disent « Ce gamin-là, je lui donnais à manger à midi, mais là, la nuit, elle va tomber, je sais pas quoi en faire, est-ce que tu peux le récupérer ?»
Et ces gens-là, ils vont te dire, ouais, je ne suis pas d'accord qu'ils viennent là, mais il est là, on ne peut pas le laisser crever de faim. Et il y a un moment, ce qu'il faut, c'est parler de la peur des gens. Tu vois, et il y a un moment, la peur des gens, je peux la comprendre. Moi, j'ai eu peur aussi au début, tu vois, ces groupes de mecs là, comme ça, attendre, bah, ça fait peur, c'est normal, quoi. Tu vois, les attroupements, ça fait peur. Et ce qu'il y a, c'est que qu'est-ce qu'on fait de cette peur? Est-ce qu'on l'utilise et on l'alimente comme beaucoup de politiques le font, ou est-ce que tu rassures? Mais est-ce que la volonté, en fait, de notre système politique a envie de rassurer les gens? Tu vois, moi, je suis paysan, je connais des gens qui sont bergers, qui élèvent des moutons, et c'est pas par la liberté que tu gères un troupeau, hein, c'est par la peur, hein, c'est la peur du loup, c'est la peur de... Et tu gères un troupeau par la peur. Et la peur, elle est quand même, c'est un outil de manipulation qui est énorme. On le voit avec le Covid. On le voit avec le Covid. Bien sûr, il faut faire attention. Bien sûr, c'est évident qu'il faut faire attention. Mais on le voit, enfin, on le voit tous. On a des méfiances de par le gouvernement, la gestion gouvernementale. Il faut s'imaginer que là maintenant, on nous propose un vaccin et les gens ont peur de se faire vacciner. Et je crois que cet indice-là, il reflète la confiance qu'on a en notre État et notre gouvernement. C'est que les gens n'ont plus confiance. C'est quand même grave qu'en France, la population n'ait plus confiance en leur gouvernement. C'est comment remédier à ça? Mais j'en reviens tout à l'heure à ce que je disais sur le discours de gauche et sur comment gèrent la politique les gens de gauche. C'est qu'au lieu de faire de l'électoralisme et de faire donc du populisme, parce que l'électoralisme c'est du populisme, enfin démago au moins, et c'est d'écouter, c'est de rassurer, c'est de comprendre, voilà, d'écouter la population, quoi. Mais le pouvoir politique est bien trop loin de la population, quoi. Question Internet. Le meilleur moyen de réduire l'immigration illégale ne serait-il pas d'empêcher toute ingérence étrangère étatique comme corporative? Ça veut dire quoi? J'ai pas bien compris la question non plus. Ouais, je vois ce qu'il dit, c'est un peu aidons-les chez eux, etc. Mais c'est une vraie fausse... Arrêtons de faire des guerres à l'extérieur de nos frontières ou des choses comme ça. Moi, je pense qu'il faut arrêter de vendre des armes, etc. Moi, je crois que ça doit être... C'est pas gérable, quoi. Bon, on le voit, il n'y a pas longtemps, il y a Macron qui a invité un mec, quand même, président d'Égypte, Sisi, qui quand même a assassiné 40 personnes, quoi. T'imagines, enfin, on me traite de oui, peut-être que chez Héroux, il y a des terroristes, etc., nanana, nanana. Et d'un autre côté, on a notre président, quoi, tu vois, le mec qui est censé nous représenter, et de quoi ils ont négocié, on ne sait même pas de quoi ils ont négocié. Ils ont négocié de la Libye, ils ont négocié forcément de la vente d'armes ou je sais quoi. Et on travaille à un mec, c'est un meurtrier, le type, quoi. Et moi, j'ai eu des... Il y a des preuves de ça, qu'il est meurtrier? Ah bah oui, ah oui, oui. Ah oui, il a tué 40 personnes dans les 2 mois derniers. Là. C'est Amnesty, c'est les sources d'Amnesty internationale. Non, le mec, voilà, on travaille avec ces gens-là, donc après, c'est sûr, quoi. Mais sous le truc de dire, aidons-les chez eux, ça ira mieux, etc., c'est que la migration, en fait, c'est un truc de riche, hein. C'est que c'est pas les plus démunis qui migrent, hein. C'est pas vrai, quoi. Mais on le voit, nous, dans notre immigration, nous Européens, c'est qu'on va dans des pays, qui c'est qui va faire du business en Côte d'Ivoire, qui c'est qui va faire du business en Inde ou en Chine, ou c'est pas moi, hein, c'est des mecs qui ont du pognon, quoi, hein. Et l'immigration a toujours été voilà, faite par des gens qui ont du pognon, quoi. C'est évident, quoi. Après, tu as toujours une minorité qui est là parce que voilà, elle se balance dans le flux et puis qu'elle arrive à passer, quoi. Mais sinon, en 2016, tous les Érythréens que j'ai eus et les Soudanais, c'est des gens qui avaient les moyens, quoi. Question Internet. Quelles seraient selon lui les limites à aider des migrants et sous quels critères les définir? Là où les limites à aider les migrants et sous quels critères les définir? Bah, la limite, c'est le pouvoir législatif qui doit le donner, mais qui le donne. En fait, sur l'accès à la demande d'asile, il y a des... Quand j'entends Darmanin dire « oui, on va arrêter la demande d'asile », je fais « mais tais-toi, en fait, c'est pas de ton ressort, en fait. Fais ton taf, essaie de le faire bien, déjà, ça sera déjà pas mal. Mais en fait, des spécialistes, ça s'appelle l'OFPRA, et laisse-les faire, en fait. Laisse-les faire, mais après, le problème, c'est ça, c'est qu'on a le cul entre deux chaises, de dire... Alors, la question, c'est ça, c'est est-ce qu'on continue à être dans l'espace Schengen, dans la libre circulation? Est-ce qu'on continue
à adhérer à la Convention de Genève, c'est ça. Alors soit on sort de la Convention de Genève, soit surtout aussi notre Constitution. La Constitution, elle est basée sur quoi? Elle est basée sur les droits de l'homme. Soit on dit fuck les droits de l'homme, pourquoi pas, hein, je dirais à la limite, pourquoi pas, quoi. Mais à un moment que ça soit clair, hein, pas qu'on soit là à faire genre payer des droits de l'homme et à faire du mal aux gens. Mais il y a un moment, je pense que s'il doit y avoir une gestion pragmatique, et c'est pas de l'idéologie de dire ça, c'est qu'il faut l'encadrer, et la migration ne peut pas aller bien si on laisse dormir des gens dans la rue et qu'on dégage les tentes pour dire, ouais, les migrants ils sont là, on va les dégager, ils seront plus là après. Mais c'est des gens qui existent en fait. Et le coup de com', c'est ça en fait. Le coup de com', c'est de balancer des flics et de maltraiter des gens, mais ces gens ils vont rester, quoi. Le problème il est là, quoi, avec ou sans papier. Tu parles de la place de la Bastille, place de la République, ouais, voilà, par exemple, il faisait 3 degrés ce soir-là. Voilà. 3 degrés. Mais à quoi ça arrive? Est-ce que c'est une gestion à proprement dite politique? Non. C'est même pas une question de pro-migrants ou anti-migrants, c'est même pas ça. C'est une gestion pragmatique, du pragmatisme. Et il faut être pragmatique. Tu vois, Question Internet. Que pense-t-il de la politique de Macron et de la crise des Gilets jaunes? Cette crise a-t-elle eu des effets ou non sur ces affaires humanitaires relatives aux migrants réfugiés? Les Gilets jaunes, moi je me suis toujours dit... Pour moi, je suis pas trop manif. Moi, ça m'angoisse, le monde, tout ça. Et puis, je pense que je pourrais devenir violent en manif. Donc, c'est pour ça, moi, c'est un truc que j'ai pas trop envie d'aller. Je pense être capable de pouvoir me faire déborder et finir des violents en manif, quoi. C'est pour ça que je comprends aussi les violences en manif. Je dis pas que c'est acceptable ou quoi, mais je trouve que c'est un peu légitime, quoi. Mais les Gilets jaunes, c'est pas les Gilets jaunes, en fait, c'est la France. Et moi, à la place des Gilets jaunes, j'aurais posé mon gilet jaune par terre et j'aurais dit non, c'est pas les Gilets jaunes, c'est la France. Et ce qui a été beau dans ce mouvement-là, c'est que au départ du mouvement, tu avais de gens de tout horizon, quoi. T'avais tout horizon. Et qui se sont retrouvés autour d'un rond-point et qui ont trouvé quelque chose de super, quoi, de pouvoir discuter, de pouvoir échanger, de pouvoir... et ça a été un mouvement... populaire, ouais. C'est un mouvement populaire qui était basé sur la discussion, sur la compréhension de l'autre, parce que sur des ronds-points, il n'y avait pas que des militants d'extrême gauche, il y avait gauche, droite, des gens qui étaient apolitiques, et il y a eu une envie, en fait, de dire, bah, ça nous appartient, et c'est magnifique, en fait. C'est magnifique, ce qui s'est passé. Et après, bien sûr, il y a eu le débordement par la police, les images qu'on a, et la violence qu'il y a eu faite aux Gilets jaunes, c'est quand même, c'est indigne de ce que représente la France, quoi, tu vois, et les gens se sont fait éclater, quoi, en fait, tu vois. Et après, la question, c'était est-ce qu'il y a eu une incidence dans la veille de la Roya? C'était ça au début de la question. Ouais, parce qu'il y a des Gilets jaunes dans la veille de la Roya, quoi, bien sûr, quoi. Parce que c'est un mouvement populaire, en fait. Et c'est pas les Gilets jaunes, c'est la France, quoi, qui s'est révoltée, qui s'est rebellée, quoi. Et puis, si elle a besoin de s'exprimer comme ça, ben, allez-y, quoi. Et maintenant, quand j'entends de dire il faut demander des autorisations ou déclarer les manifestations, si tu as le droit de manifester, il faut déclarer. Mais tu vois, il faut enculer, quoi, j'ai envie de leur dire. Je dis, mais de où tu vas déclarer une manifestation mais ça n'a pas de sens, parce que c'est la base, en fait. Tu vois, de sortir dans la rue, même si tu n'as pas la solution, même s'il y a un truc qui te gêne, tu te dis, ben, ça te gêne, j'ai pas la solution, mais ça sert à ça, en fait, de se réunir, parce que moi, il y a quelque chose qui me gêne dans la gestion politique, et j'ai envie de discuter avec des gens pour mieux la comprendre, pour mieux la définir, pour mieux l'analyser, pour mieux la construire, et trouver des idées ensemble pour pouvoir construire ça. Mais ça serait le rôle de la gauche, tu vois. Mais la gauche, elle le fait pas, quoi. La gauche, elle le fait pas, elle est là, on a une gauche de nantis, on a une gauche bourgeoise. Et la gauche bourgeoise, tu sais où elle est née? Je pense que la gauche bourgeoise, elle est née de Cabu quand il a fait le bof, tu vois, la caricature du bof, où on a dit... du bouf. Du bof, ouais. On est du Sud, nous. C'est ça, en fait, c'est stigmatiser les milieux populaires. C'est de dire, bah, regarde les prolos, c'est des gros bofs, ils boivent des coups de nana, ou il va lire son journal, sa baguette sous le pain, mais on t'emmerde, les bofs, ils t'emmerdent. Mais moi aussi, je suis un bof, en fait, tu vois. Et la gauche, elle s'est complètement désolidarisée du peuple, elle s'est désolidarisée. Qui c'est qui l'a reprise? Ces gens-là, bah, c'est l'extrême droite. Et la gauche a merdé, quoi. Et a complètement merdé. Elle s'est désolidarisée du peuple, quoi. Et là, maintenant, elle est en train de faire de l'électoralisme, de faire du populisme pour pouvoir retrouver Mais non, mais elle se plante, en fait. C'est qu'on a perdu des décennies. Maintenant, il faut les regagner. Ben, il ne faut pas faire de l'électoralisme, il faut faire du débat. Il faut créer un discours intelligent
et sortir du clivage et de dire aux gens même d'extrême droite, de dire bah ouais, t'as peur, vas-y, on vient en discute de ta peur. Il faut discuter avec des gens d'extrême droite. Ouais, oui, moi je suis pour. Moi je suis pour discuter avec des gens d'extrême droite. Et j'ai même pas envie de discuter avec des gens d'extrême gauche en fait. Moi j'ai envie de discuter. Mais parce que si on a le même avis, on va dire quoi, on va sauter. Quoi, enfin ça sert à rien, quoi. C'est trop consensuel en fait. Moi j'ai envie de discuter avec des gens qui sont pas dans le respect aussi de l'individu, etc. Bien sûr. Mais oui, moi j'ai envie de parler, de trouver des solutions qui soient positives pour tous en fait. Et l'idée c'est ça. Mais la politique c'est ça en fait. C'est trouver. Tu représentes un moment une nation. Tu représentes des gens, et à un moment, comment tu fais pour organiser les choses, pour que tout le monde s'y retrouve. Je saute du coq à l'âne. Vas-y, moi j'aime bien les coqs et les ânes. Quand tu accueillais beaucoup de migrants chez toi, est-ce qu'il y avait du racisme entre les migrants? Ouais, mais le racisme, c'est... C'était quel type de racisme? Ça s'exprimait comment? Est-ce que les gens, des fois, se retrouvaient violents entre eux? Est-ce qu'il y a eu des rixes, comme il y a eu sur les bateaux qui allaient chercher les réfugiés en Méditerranée Non, ça va. Franchement, ça s'est bien passé. Même les flics me disaient qu'il y a une volonté aussi de l'État qu'on se plante. Si on se retrouve à 250 chez moi à un moment, c'est super dur à gérer. On n'était pas préparé du tout à ça. Parce qu'au départ, c'était fait pour entre 7 et 14 personnes. Hein? Quelle taille la ferme? Elle fait 2 hectares 5, mais ma maison elle fait 30 mètres carrés, quoi. C'est un peu petit. On a fait des cuisines, mais c'est la cuisinière, c'est une cuisinière domestique. Et quand on était 250, il y avait des gars en migration qui sont restés en place pour pouvoir un peu gérer le camp, etc. Hein. C'est pas moi qui faisais tout, hein. Moi je faisais pas grand-chose même d'ailleurs. Donc ça a été fait ensemble, quoi. Il y a des gens qui sont restés, qui ont préparé à bouffer, etc. Et on n'a jamais eu de problème majeur à la maison. Ça s'est bien passé. Même les flics me disaient, putain, mais franchement, la gestion que tu as faite, ça s'est bien passé. Nous, on s'attendait qu'il y ait un problème. Mais l'État attendait ça, en fait. Attendait qu'il y ait un incendie, qu'il y ait un meurtre, parce que c'est compliqué de vivre sur 2,5 hectares, entouré de flics, avec des gens qui n'ont pas bouffé pendant 2 jours, certains qui ont mis 7 jours, qui sont perdus dans la montagne, qui ont 7 jours à venir. C'était le Stalag, non? C'était un Stalag. Stalag, c'est quoi? C'est un camp. Tu sais, un camp avec des gens qui te surveillent. Bah voilà, c'est un stalag alors. et après, non, ça s'est quand même assez bien passé. Hein, ça s'est assez bien. Après, il y a forcément. Enfin, moi, j'ai la faculté aussi d'avoir monté de l'événementiel, du concert, etc. Donc, je sais gérer une masse de gens, tu vois, 500 personnes. Ben, tu vas boire là, tu vas faire caca là, tu vas manger là, tu vas de. Quel type de pathologie les gens ramenaient chez toi? De pathologie psychiatrique, des plaies, quel type de plaies, il y a la gale, pas mal de gale. Et donc là, c'est la galère parce que du coup, c'est tout laver à chaque passage à 60 degrés, etc. Machin. Donc c'est compliqué à gérer. Après, les pathologies, ça dépend. En 2016, il n'y avait pas trop de pathologies psychiatriques, on va dire. Et c'est venu plus après, quand l'Europe a travaillé avec la Libye et a empêché les gens de partir, où les gens restaient trop longtemps en Libye, et donc du coup avec des souffrances, et qui arrivent ici un peu déglingues, quoi. Mais ouais, c'est la déshumanisation, il faut faire attention avec la déshumanisation. Et ouais, ça crée des pathologies, ouais. Tu veux du gibolin encore? Hein? Tu veux du gibolin? Non, c'était de l'eau en fait. Est-ce qu'on t'a proposé de l'aide par rapport aux gens qui avaient des stress post-traumatiques dus au passage? Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus te dire, voilà, on fait une cellule psychologique? Est-ce que... On a été un peu abandonnés par toutes les grosses assos. Elles sont un peu venues, tu vois, les Caritas, Médecins du Monde, Amnesty... Et elles sont venues en mode grosse asso sauveuse, là, et concrètement, parce que c'est quand même assez institutionnel, ce genre de truc, quoi. C'est une espèce de contre-pouvoir préétabli. C'est un peu comme, j'ai rien contre les syndicats, c'est important qu'ils y soient, mais c'est un peu comme les syndicats dans les manifs. C'est bon, à quelle heure on peut faire? Ah non, pas aujourd'hui. Demain, on veut passer là. Ah non, pas là, ici. En fait, c'est une espèce de contre-pouvoir préétabli pour dire, ouais, on est en démocratie, puis on y va. Mais toutes ces assos-là... non, parce qu'elles sont pas assez dans l'opposition, elles ont peur, quoi, en fait. Tu vois, c'est un contre-pouvoir qui a peur de perdre sa posture de contre-pouvoir. Et c'est ce qui fait peur aussi, même les politiques ont un peu du mal à se rapprocher de moi, parce que moi, j'ai pas de subvention publique, j'ai pas de mandat, et ce que je fais, je continue à le faire. Tu peux pas être contrôlé, quoi. Oui, on est contrôlé parce qu'on est... Tu peux pas être contrôlé en... Ah voilà, contrôlé, oui. Parce qu'on a un contrôle de par nos adhérents, de par la vie associative, qui est une vie qui est démocratique, qui est...
Mais voilà, c'est pour ça qu'il faut faire attention à la mise en place du contre-pouvoir. C'est institutionnel, en fait. Donc, du coup, quand l'institution déraille, le contre-pouvoir déraille. Est-ce que, en recevant des Soudanais, des Érythréens, des Tchadiens, est-ce que tu as identifié des combattants ou des pirates ou des gens en fait qui passaient la frontière, qui avaient un profil bien particulier? Est-ce que tu les as remarqués à leurs mains? Est-ce que tu les as remarqués à leur type de chaussures, à leur type de pantalon, à leur type d'attitude? Jamais? Non, je n'ai pas eu... Non, honnêtement, non. Mais les gens sont plutôt cool, hein. C'est ça qui est assez fou, quoi. C'est... Tu vois, nous, si on se fait contrôler tout le temps, arrêter tout le temps, fermer, il y a un moment où peut-être qu'on peut vriller, quoi. Et eux sont assez cool. Même les gendarmes me disaient, ce qui est fou, c'est que quand on voit des migrants là, fait hop, 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 les mecs, ils arrivent là, ils se comportent bien. Tu vois, les flics n'ont pas peur, en fait, des migrants. Parce qu'ils savent que les mecs, ils sont plutôt cool, quoi. Après, je ne veux pas généraliser, je ne dis pas le Migristan est un peuple de super cool, quoi. Je dis pas ça, il y a des connards partout, hein, j'imagine. Hein. Mais c'est pour ça que ça, bon, je reviens au contrôle aux frontières sur ce côté de dire oui, mais peut-être qu'il y a des terroristes, peut-être qu'il y a des gens violents. Bah oui, mais c'est vrai, c'est une réalité, quoi. Mais c'est pour ça qu'il faut la gérer pragmatiquement et savoir qui est là, qu'est-ce qu'il fait et écouter les gens. Parce que les gens ne sont pas écoutés du tout. Il y a un organisme qui s'appelle l'OFII, qui est géré par le ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire quoi, l'OFII ? C'est l'Office française de l'immigration et l'intégration. J'ai oublié un F, je ne sais plus ce que ça veut dire. Mais, et du coup, qui est soi-disant là pour faire l'intégration, etc. Machin. Mais c'est foireux, quoi. Je dis, c'est imparfait. Je ne dis pas qu'il faut l'enlever. Il faut l'améliorer. Il faut le travailler. Question Internet. Est-ce qu'il a entendu parler d'actions concrètes effectuées dans son coin, faites par des anti-migrants? Oui. Il y en a eu une. C'est des gens qui ont monté une association soutenue par des élus d'extrême droite et qui s'appelait Défendre la Roya et qui a demandé au tribunal, en fait, qui nous a poursuivis pour demander une dissolution de notre association. Et ils ont perdu. Ils ont perdu, donc ils ont eu 5 000 euros qui nous ont toujours pas payés d'ailleurs. Et c'est marrant parce que c'est Betati qui était à l'initiative de ça. Et Betati, c'est un élu de Menton, un mec d'extrême droite, et qui maintenant est mis en examen pour grand banditisme, corruption, racket, etc., etc. Présomption d'innocence. Ouais, il est poursuivi, mais après... Et donc il en fait partie, ils ont perdu 5 000 balles qu'ils nous ont toujours pas remboursées d'ailleurs, et ils ont fait une collecte sur Internet, de dire oui, machin, on lutte contre l'immigrationniste Cédric Héroux et son association, machin. Et ils ont fait une cagnotte sur Internet, et ils ont eu 260 euros. Moi j'ai failli mettre de l'argent pour dire, putain, parce que quand même 260 euros sur une cagnotte, c'est quand même pas... Ouais, c'est pas très... voilà. Mais ce gars-là, il y a un président d'association qui, lui, était garde du corps de la famille Le Pen. Et c'est un pêcheur de braille. Et c'est un mec avec qui on se disait bonjour avant. Et vu qu'il avait sa position de président d'association de lutte contre Héroux et ses copains, et il me disait plus bonjour. Et je lui dis, Fernand, on peut se dire bonjour quand même, on n'est pas des sauvages, quoi. Je suis juste par politesse, moi, devant les autres. Enfin, voilà, tu vois. Et puis, enfin, il disait bonjour, etc. Et un jour, il est toujours en train de pêcher au bord du lac de Breil, quand il existait encore avant qu'il y ait la tempête. Il est toujours en train de pêcher et je vais le voir. Je lui dis, Fernand, moi, j'y connais rien à la pêche et tout, mais j'ai un compagnon là qui aimerait bien apprendre la pêche. T'as envie de lui apprendre? Et là, il restait con et il fait, oui, bien sûr. C'est pour ça que, tu vois, dans le discours je dis pas que j'ai raison, qu'on tort, c'est pas ça, en fait. C'est que même si on peut être d'accord sur plein de choses, en fait, tu vois, et il y a ce sujet-là où on n'est pas d'accord, mais c'est pas pour autant qu'on doit se mettre en frontal, parce que si on se met en frontal, à quoi ça va servir? Le débat, il va emmener où, en fait? On va pas trouver de solution, en fait. Et c'est un moment, il faut donner de l'ouverture, en fait, à nous. C'est même pas des ennemis, en fait. C'est pas des ennemis, c'est des gens avec qui on n'est pas d'accord, et puis peut-être discuter, peut-être qu'on peut être d'accord, en fait, au bout du compte, quoi. En discutant, en trouvant, en cherchant. Après, si on n'est pas d'accord au bout du compte, bah, tant pis, mais en tout cas, on aura essayé, quoi. Il y a une question Internet qui est revenue plusieurs fois quand j'ai préparé cette émission, c'est « Est-ce que Soros paye bien derrière ?» Donc c'est ça, Soros, c'est ça? Ouais. Ok, je viens de comprendre. Est-ce que Soros paye bien derrière? Comment t'es financé? Qui te finance? Tes comptes sont-ils transparents? Vas-y, je t'écoute. On vend de la drogue et des armes. Non, je plaisante. On va avoir des prix ou sur les armes? Non. Non, on est financé par des... Après, on est assez économe parce qu'on fait beaucoup d'autoconstruction. Combien tu touches par an?
Est-ce que tu es payé? Alors, je recommence depuis le début. Donc, moi, j'ai monté une association qui s'appelle DTC. Ça ne veut pas dire dans ton cul, mais ça veut dire Défends ta citoyenneté. Ça, c'est le problème quand tu montes des associations et que tu me fais en mode apéro avec les copains. Et donc, du coup, après, c'est dur à assumer une association qui s'appelle DTC. Mais bon, bref. Et du coup, on a eu l'idée, en fait, les personnes sont restées à la maison. On s'est dit, putain, il faut trouver une activité absolument parce que les mecs devenaient fous, en fait. C'est sans rien foutre. Moi, il y a les flics autour de la maison. Moi, j'étais en train de bosser dans mon coin. Et les mecs, oh, je t'aide. Je fais, non, 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 tu m'aides pas. Sinon, c'est travail dissimulé, etc. La contrepartie et tout ce bordel. Je fais, non, 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 tu peux pas travailler. J'ai engueulé les mecs pour pas qu'ils bossent, quoi. Après, on s'est dit, on a cherché dans tous les sens comment pouvoir leur donner une activité, et qu'ils fassent quelque chose de leur journée, quoi. Et du coup, on a trouvé Emmaüs. Donc, on est devenu Emmaüs. On a proposé à Emmaüs, on dit, bon, on sait que vous ne faites pas d'agriculture, que vous, c'est plus la friperie ou la récupération de machines à laver, de meubles, etc., machin. Et nous, on veut faire l'agriculture. Est-ce que vous serez chaud pour nous intégrer dans votre fédération d'associations? Et ils ont dit oui. Et alors du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis sorti du bureau, avant j'étais président de l'association, je suis sorti du bureau, et vu que j'avais plus d'activité, j'ai donné mon exploitation agricole à la structure que j'ai montée, donc qui est passée de DTC à Emmaüs Roya. Et vu que je ne vis pas que d'amour et d'eau fraîche, je vis aussi de bière fraîche et qu'il faut les payer, il me fallait de l'argent, quoi. Il me fallait, et on n'avait pas assez de thunes pour que je me salarie. Et donc du coup, on a trouvé Combien tu demandais? Alors, au début, il y a une tolérance fiscale, c'est pour les gérants, les présidents d'associations qui puissent toucher 800 € par mois. Et Emmaüs a dit non, il y a trop de conflits d'intérêts, nous on ne veut pas qu'il y ait de conflits d'intérêts, etc. Donc du coup, il me dit pourquoi vous voulez, parce que tu veux garder la présidence, je ne sais pas ça, c'est que nous on n'a pas l'argent pour que je me paye un salaire. Et du coup, Emmaüs a dit bah, nous on t'aide pour faire la différence, et il me dit combien tu veux. Chez moi, le SMIC, ça me va bien. Et du coup, là je suis au SMIC, et encore un an, Emmaüs France va compléter la différence de salaire entre les 800 et les 1200 balles du SMIC. Mais sinon, je gagne le SMIC. Mais après, c'est sûr qu'à Paris ou dans des grandes villes, tu dis au SMIC, tu meurs de faim. Mais nous, on se fait à manger nous-mêmes. J'ai une maison, j'ai pas de crédit, j'ai pas de voiture à crédit. Donc ça va, quoi. Je suis pas à plaindre. Ça va très bien, quoi. Pourquoi on dit est-ce que Soros paye bien derrière? Parce qu'il y a un truc de... C'est vrai que Soros, alors je sais pas trop, je ne connais pas bien tout ça, mais c'est un mec c'est un milliardaire qui finance des associations qui aident les réfugiés ou les personnes en migration, etc. L'argent de ton asso, elle vient d'où? C'est des gens vient comme de toi et moi? Elle vient de dons de particuliers, de fondations. On essaie de trouver des fondations qui sont éthiques. Ça existe? Non, c'est de la défiscalisation, c'est évident. C'est évident. Les fondations qui nous aident, qui ne regardent pas trop ce qu'on fait avec l'argent, ça c'est évident. Quelle fondation te donne? Je ne me rappelle plus, c'est pas moi qui m'occupe de ça. Je ne sais pas. C'est pas que je veux faire la langue de bois. C'est beaucoup d'argent? C'est combien? Alors l'argent, nous, on a... après, on a une activité aussi. On a une activité agricole. Moi, avant ma crise perso de 2016-2018, où j'ai fait de l'accueil, j'ai perdu pas mal de fric au niveau de la gestion de mon exploitation agricole. Avant, je faisais 30-35 000 de chiffre d'affaires par an. Donc chiffre d'affaires. C'est pas du bénéfice, malheureusement. Donc je suis tombé à 15 000 pendant 2016 jusqu'à 2018. Et là, on a agrandi parce qu'il y a des compagnons qui travaillent, etc. Là, on est à 110 000 € de chiffre d'affaires, mais ce n'est pas suffisant. Et de fonctionnement, on a 170 000 € par an. Donc là, le reste, c'est 60 000 € qui manquent. Voilà. Mais en plus de ça, on a acheté un lieu à Breil-sur-Roya dans le village, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que chez moi, c'est assez excentré. Et les compagnons sont un peu ghettoisés, quoi. C'est un peu l'extérieur, il n'y a pas de lien avec la population. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut? Il faut trouver un lieu dans le village. Et on a trouvé un lieu dans le village grâce à... C'est un photographe que connaît Michel Toesca. Michel Toesca, c'est le réalisateur qui a fait le film Libre. Et ce photographe a dit, moi j'ai envie de monter un truc d'insertion par le biais de l'agriculture, nanana, je cherche quelqu'un qui pourrait faire ça. Et Michel Toesca lui a dit, putain, c'est vrai qu'il est en train de monter ce projet-là, va le voir. Et il est venu me voir et il nous a filé 200 000 balles. Donc avec cet argent-là, et entre autres avec d'autres gens, il y a des gens aussi qui ont hérité, qui nous ont filé 100 000 balles. Et on a pu acheter un lieu qu'on va rénover là en début d'année. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde dit ouais, putain, les gens, super cool. C'est super cool quand même de filer 200 000 balles dans une structure. Mais en même temps, ça fait rêver, quoi. Il y a des gens qui ont 200 000 balles et qui vont s'acheter une super bagnole ou un appartement je ne sais où, etc. Mais après, quoi une super bagnole? Je sais pas, moi j'ai un C15, donc j'en sais rien. Ouais, un truc, ça, c'est une super avec des grosses roues et tu vois,
avec un intérieur cuir, enfin une bagnole, quoi, enfin une grosse bagnole. Et il y a des gens qui se font plaisir en achetant des bagnoles hybrides pour avoir bonne conscience, hein, donc un bon 4x4 hybride. Et il y en a d'autres qui se disent, moi, avec mon pognon, je me fais plaisir aussi en montant un projet, quoi. Et ce mec-là, il se fait plaisir parce que c'est un projet qui marche, c'est un projet qui a du sens. Et puis c'est sympa, quoi, de voir de voir des gens que personne ne veut et de monter une petite... C'est rien ce qu'on fait, tu vois, c'est rien, en fait. C'est 10 personnes, c'est que dalle, tu vois. On n'a pas la solution pour gérer les 70 000 personnes qui arrivent chaque année. J'ai pas la prétention de dire combien, oui. Les combien Hein? Combien de personnes qui arrivent chaque année? 170 000, 140 000, je sais plus. C'est un peu augmenté, mais c'est dans ces eaux-là. Et officiellement. Du coup, on trouve une petite solution. Il y a des gens qui se font plaisir en soutenant ça, et puis c'est bien, et puis ça a du sens, quoi. Et puis on a réussi parce que ça a été assez clivant dans la Veille de la Roya, cette histoire. C'est non pas que à cause des migrants, mais c'est surtout ma médiatisation qui a énervé beaucoup de gens qui étaient du cru, etc. Ça les a gonflés qu'on parle de la Roya que par Cédric Héroux. Je comprends, quoi. Et là, on travaille sur, avec le maire actuel, qui est pourtant un proche de Ciotti, mais c'est un mec super ouvert, beaucoup plus ouvert que l'élu de gauche qu'il y avait avant. C'est ça, tout en temps de clivage droite-gauche. C'est que ce mec, en fait, il a le nouveau maire qui s'appelle Olaran, qui est un jeune qui a 26 ans, je crois, et qui est un proche de Ciotti, qui était embauché dans le cabinet de Ciotti pour gérer la com ou je sais pas trop quoi. Et il avait fait une interview sur France 3 ou je ne sais plus quel média, et il avait fait une interview qui était assez négative sur ce qu'on faisait. Je suis allé le voir, monsieur le maire, il venait d'arriver, je serais bien qu'on discute parce que vous compreniez de ce qu'on est en train de faire. On n'a jamais discuté. Et on a discuté 2 heures sur... moi, je ne voulais pas aborder ce qui s'était passé avant, je voulais parler juste du projet qu'il y avait après sur l'agriculture, Emmaüs, etc. Et c'est lui qui est venu là-dedans, on a discuté, on est d'accord sur plein de sujets. Et on s'est compris, on a pu travailler, c'est ça. C'est jamais, on n'est pas d'accord sur plein de points, mais il y a un moment sur... parce que lui, pour ses administrés, lui, il faut que ça se passe bien, enfin, tu vois. Et moi aussi, il faut que ça se passe bien. Donc, du coup, s'il y a un problème, il faut qu'on en discute. Et on ne peut pas avoir des postures, oui, moi, je suis contre, moi aussi, je suis contre. Et se prendre la tête, c'est qu'à un moment, il y a des gens entre les deux, entre 2 mecs qui se prennent la tête. Il faut que les gens au milieu n'en pâtissent pas. Et c'est comment tu fais pour que ça se passe bien. Et il y a des gens intelligents à droite, il y a des gens intelligents à gauche. Et voilà, quoi. Et on essaye, là, maintenant, avec ce nouveau projet Emmaüs Roya, avec cette implantation dans le village de Breil, que ça soit bénéfique pour tout le monde, quoi. Si on veut donner du pognon, il faut envoyer le pognon où? À Emmaüs Roya. Il y a des collectes. On commence les travaux là le 18 janvier et il nous manque un peu de thunes. Il y a une cagnotte en ligne. Ouais. Question Internet, qui est un peu sarcastique. Pourquoi Génération Identitaire peut se procurer un hélicoptère et pas toi? Mais nous, on s'en procure, mais on ne le dit pas. Mais un hélico, c'est pas cher. Vraiment. Après, ils font les marioles identitaires. Mais... C'est 400 € de l'heure, là, ou 400... Non, c'est 22 peut-être. C'est 22 € la minute. Donc, je sais pas, c'est 22 € fois 60, je sais pas combien ça fait. Mais c'est un coup de com'. Après, ils sont forts en com'. Parce que tu vois... Qu'est-ce que ça te fait quand tu vois des gars avec des petits chasubles bleu-bleu? Je les trouve trop mignons en plus. Et franchement, les mecs sont tout beaux. On dirait Ken et Barbie, quoi. Et les meufs, elles sont toutes belles et tout. C'est franchement, en termes de com', ils sont bons, quoi. Tu vois, en termes de com', ils sont bons. Mais après, en termes d'efficacité, tu fais, bon, ça fait un peu pitié, quoi, quand même. Tu vois, mettre des filets Est-ce que tu orange. comprends pourquoi ils font ça? Ouais, c'est malin. Moi, je pense que c'est malin. C'est que, tu vois, l'extrême droite, elle était anti-européenne, etc. Et Anti-européenne, Marine Le Pen, elle veut rester dans l'Europe, non? Oui, maintenant, oui, mais avant, non. Maintenant, elle s'est fait copine avec Salvini, etc. Et ils ont européanisé, ce qui est un peu dangereux quand même, l'extrême droite. Et ils se servent de ces générations élitaires qui sont un outil de com' pour montrer, regardez, c'est pas que des vieux cons qui sont en politique, il y a des jeunes, des beaux gosses et tout. Et voilà, mais après, ça fait un peu... moi, je leur en veux pas, parce que tu peux avoir des erreurs de jeunesse, soit ces jeunes qui ont 22 ans, et puis de dire... puis en plus, dans le discours européen, de dire, tiens, on les renvoie chez eux, mais en Italie, c'est pas chez eux en Italie. De où tu remédies à quelques problèmes que ce soit, en fait. Tu remédies à rien, en fait. Et pourquoi la France devrait se mettre en opposition avec les Italiens? Les Italiens, c'est gens très bien. Hein. Pourquoi l'Italie devrait se retrouver avec la gestion de la fermeture de frontières? C'est trop facile, en fait. Tu vois, comme à Calais. À Calais, c'est le bordel depuis combien de temps? Depuis 20 ans, quoi, Calais, ou je sais pas combien de temps. Mais parce que, c'est débile, en fait. Tu vois, il y a une gestion qui est conne, tu vois. Et la France prend l'oseille des Anglais pour pouvoir gérer Calais. Les Italiens prennent l'oseille des Français pour gérer Vintimille et autres. Si tu appelles ça de la gestion politique, ils font un peu pitié, quoi, quand même. Est-ce que tu as entendu parler du camp de Lesbos? Ah bah ouais.
Comment t'en as entendu parler? Bon, comme tout le monde, j'ai pas été, j'ai pas trop le courage. Par des potes qui sont dans des milieux associatifs et par les médias comme tout le monde. Qu'est-ce qui t'ont fait remonter? Bah, la déshumanisation, quoi. Un peu déshumanisation et surtout la prise en otage de tous ces pays européens. C'est ces mauvais élèves de l'Europe. Je ne sais pas si tu te rappelles, je rebondis sur un truc. Tu te rappelles les pigs, ce qu'on appelait les pigs, c'était Portugal, Irlande, Grèce, Espagne. Ouais. Et tu vois, dans les pigs, ces cochons, en fait, c'est les mauvais élèves économiques de l'Europe. C'est l'Italie, c'est le Portugal, c'est l'Espagne, c'est la Grèce. Et c'est à eux, en fait, qu'on fait payer la dette. C'est paye ta dette, quoi, en fait. Et c'est eux qui se retrouvent un peu dans la merde sur une gestion. C'est qu'à un moment, la migration, elle peut être un problème quand elle est coincée, en fait, quand elle est tu vois, c'est un peu le même raisonnement que les banlieues, tu vois, les milieux populaires. C'est qu'à un moment, tu mets tous les pauvres dans un endroit, tous les précaires dans un endroit, et forcément, ça part en sbeul, ça part en couille, quoi. Si tu dilues un peu ça, tu essaies de créer de la mixité, tu as un équilibre qui se fait. Et il y a besoin d'équilibre, il y a besoin de répartition, il y a besoin de réflexion commune. Question Internet. Pourquoi les comptes de Défends ta citoyenneté Emmaüs Roya ne sont pas publiés alors que visiblement vos exercices dépassent, d'après vos dires, les 153 000 € définis par les lois? Bah, je sais pas, c'est pas moi qui gère la compta. Ils sont des publiés, je sais pas, peut-être. Mais ouais, il faut demander, il faut envoyer un message à emmaüsroya@gmail.com et notre chère trésorière vous fera un plaisir de vous répondre. Je sais pas. Moi. Question Internet. Comment gérer son approche pragmatique au niveau national? Son approche pragmatique au niveau national, je sais pas trop quoi dire, mais bon, déjà, enfin, moi j'ai pas la prétention d'avoir des solutions. Déjà, j'essaye de faire dans ma vallée, quoi. Et, je sais pas quoi répondre à cette question-là. Gestion pragmatique au niveau de quoi, de la migration De l'accueil, peut-être? Ouais, de l'accueil. Bah, normalement, c'est fait un peu comme ça. C'est que tu vois, les mineurs isolés, c'est géré par le département. Et tout ce qui est accueil de personnes en demande d'asile, etc., le 115, c'est géré par l'État. Et c'est vrai que ce qui n'est pas normal, c'est qu'il y a quand même des grosses différences de gestion étatique de par les départements. C'est qu'il y a un préfet qui est un peu plus humaniste, qui fait un peu ce qu'il veut, l'autre à côté qui est un peu plus anti-migrant et qui, lui, accepte personne. Et du coup, il y a une incohérence au niveau national où il y a des départements qui sont plus attractifs de par leur accueil que d'autres. Et la mairie de Paris, elle a en fait un peu ses déboires, quoi. Hein. C'est qu'elle a voulu accueillir, etc. Et elle se retrouvait avec tous les gens qui étaient dans les départements à côté et qui sont allés à Paris parce que Paris était mieux géré qu'ailleurs, quoi. Et malgré tout, malgré que ça soit le sbeul, malgré que... N'empêche, voilà, c'est... tu vois, dans les Alpes-Maritimes, les migrants, ils tracent, quoi. Ils passent pas. Pourtant, ça devrait être géré par l'État. Et l'État, on devrait demander au préfet qu'il y ait une gestion harmonieuse sur les différents départements. Il n'y a pas de gestion harmonieuse. C'est pour ça qu'il y a un pouvoir au préfet qui est quand même assez fou. C'est que les mecs se permettent de faire de la politique, parce qu'en fait, ils font un peu comme ils veulent. Et c'est pas normal, parce qu'il devrait y avoir une cohésion nationale sur cette gestion-là, quoi. Et il n'y en a pas assez, quoi. Je ne veux pas dire il n'y en a pas, mais il n'y en a pas assez. A-t-il vu Macron à la Roya lors de la tempête? Non, je devais m'occuper des cochons, et c'est vrai en plus, et on n'a pas été... Mais Macron, franchement, si on attend après un politique pour se sortir de la merde, ça se saurait, quoi. Donc, après, il a fait des promesses, 100 millions d'euros. D'après les élus de la Vallée de la Roya, on ne les a pas encore vus, les thunes. Parce que la Vallée de la Roya, il faut recontextualiser, c'est qu'on s'est pris une tempête dans la gueule. Et on a perdu 50 km de route et 11 ponts. Donc, pour une vallée de 5000 habitants, ça fait beaucoup. Et donc, surtout au départ, pendant la tempête, on est resté sans électricité pendant, nous, une semaine. Et pas de réseau téléphonique, pour certains villages, pas d'accès du tout, en fait, pas du tout. Et ceux qui ont géré, vraiment, c'est la SNCF. Et la SNCF, de suite, le matin, il y avait les bouteilles d'eau, parce que forcément, plus d'eau potable, etc. Machin. Et donc, ils ont emmené les bouteilles d'eau, ils ont mis en place des drésines pour faire passer les marchandises, etc. Et ils ont vraiment... et de leur propre initiative, quoi. Et ils ont vraiment assuré. Mais Macron, ouais, il a fait son show, quoi. Il est venu... Et c'est ça qui est fatigant, quoi. C'est que les mecs, même toujours maintenant, quoi. Des fois, tu as des réunions qui se font à Breil-sur-Roya ou Tende. Tende, c'est le village qui est tout au-dessus de la Vallée de la Roya.
Et à midi, on voit un super hélicoptère passer. On dit « Ah, ça c'est les 3 préfets, donc le préfet du département, le préfet montagne et le préfet, ils ont mis un préfet en place pour gérer la tempête. Et avec 2-3 politiques, ils vont se faire des réunions qui sont absolument pas ouvertes au public, tu vois. Et ils vont se faire 2-3 photos par les médias. Oui, on allait attendre et tout pour parler de la problématique. Peut-être, mais si tu montes de Nice en hélico jusqu'à, il y a 70 bornes, jusqu'à Tende pour discuter, reste à Nice et discute à Nice. Si tu n'invites pas la population dans la réflexion, reste chez toi, quoi. En fait, tu vois, t'as pas besoin de venir. Il y a un problème démocratique depuis toujours, hein, dans les Alpes-Maritimes et sur la Côte d'Azur, il n'y a pas de démocratie en fait dans les Alpes-Maritimes. Il n'y a pas de concertation à la population. Et je me rappelle, il y a un moment, il y a eu, c'était pendant l'obligation en fait de créer des communautés de communes, des agglomérations en fait. Et nous, on nous a obligés de se rattacher à Menton, donc à la CARF, la communauté d'agglomération de la Riviera française. Et nous, dans la vallée de la Roya, on voulait faire une communauté commune de la Roya, parce qu'on s'est dit déjà qu'on nous maltraite, on est vraiment la vallée des pauvres, on est vraiment la vallée maltraitée, délaissée, on n'a un peu rien à foutre de nous, quoi. On est un peu les migrants du monde, tu vois, les gens. Et ils nous ont obligés, on a fait une consultation populaire. Et donc on a fait des bureaux de vote dans la rue et chez des particuliers. Le préfet de l'époque a interdit la consultation populaire. C'est ouf hein, quand même. Hein. Et les gens sont venus quand même. Il y avait les gendarmes pour bien vérifier qu'on ne soit pas dans des locaux publics, dans des mairies, etc. Machin. On a réussi à trouver les listes électorales avec le nom des gens qui sont inscrits. Et les gens sont venus voter. Il y a plus de 50% de la population qui est venue voter. Et il y a eu 98% des gens qui étaient favorables à une communauté de communes de la Roya. Et ça a été invalidé. Et en fait, tu vois, t'es en démocratie représentative et tu as quand même l'État, donc le préfet, et les élus qui se mettent contre l'avis de la population. Il faut bien garder son marché, non ? Ouais, mais nous on en a marre, quoi, tu vois, on en a marre et on aimerait bien, soit que ce soit clair et qu'ils nous laissent tranquilles et qu'on se démerde, ce qui n'est pas facile, hein, parce que faire des ponts, bah, c'est compliqué, mais soit qu'ils le disent, quoi, mais je sais pas, mais... Question Internet. Que pense-t-il des traducteurs de l'OFI qui font des commentaires qui dénigrent la France auprès des réfugiés suivant un séminaire d'intégration sur la France et ses valeurs ? Je peux pas dire parce que j'ai pas lu les commentaires de l'OFI. Mais c'est des gens qui en ont marre aussi. Enfin, c'est un boulot. Enfin, on leur donne pas les moyens non plus. Les gens ils travaillent là-dedans. Il n'y a pas que des salauds non plus à l'OFI. T'as pas lu le truc là ? Je crois que c'est une traductrice qui faisait des commentaires. Genre, non, j'ai pas vu. Je suis pas. Donc je peux pas. Question Internet. La balkanisation de la société, ça lui parle ? Il en pense quoi pour la France ? La balkanisation de la société. Bah, c'est de la politique moderne. Hein. Vive la France, vive la République. Question Internet, faut-il donner des moyens à chaque commune pour accueillir des migrants ? Ouais, ce serait intéressant. Ce serait intéressant parce que surtout, ça crée du... parce que c'est plutôt bénéfique pour les commerces de proximité, c'est que les personnes ont des allocations, ça s'appelle l'ADA, l'aide aux demandeurs d'asile. Et ils ont 350 € quand ils ne sont pas hébergés et 250 € par là pour les personnes hébergées. Et c'est des gens qui consomment sur place, quoi, qui vont acheter leur pain, leur truc, leur machin. Et dans la vallée de la Roya, il y a quand même pas mal d'accueil par des organismes, des associations qui travaillent pour l'État et qui font de l'accueil de personnes en demande d'asile. Et les villages sont plutôt contents parce qu'au début, non, la migration, c'était pas bien, etc. Mais quand tu vois qu'une famille sauve une école et sauve, et grâce aux gamins, il y a des classes qui restent ouvertes, etc., c'est plutôt bénéfique. Et dans la ruralité, il y a quand même un manque de jeunesse et c'est vieillissant, c'est une population vieillissante. Et il y a quand même besoin de gens, quoi. C'est pour ça qu'elle est pertinente, cette réflexion, et on exclut vachement les maires, ces élus qui sont quand même, c'est le seul mandat qui est le plus proche de la population, c'est les maires, en fait. Tu vois, les députés sont loin, les maires, ils sont là, leurs administrés, ils les voient tous les jours, enfin, tu vois, et il y aurait besoin de les considérer un peu plus sur une gestion plus nationalisée, ouais. Je suis d'accord. Ouais. On a un message de la SNCF. Merci pour la reconnaissance de la part d'un cheminot qui travaille dans les ateliers qui construisent les draisines. Et merci à toi. On lui passe le coucou. Question Internet. Quels arguments, s'ils étaient démontrés, le feraient changer d'avis sur sa conception de l'accueil des migrants ? Je sais pas, moi. Parce que si je sais... Non, qu'est-ce qui me ferait changer d'avis sur l'accueil des migrants ? Rien, en fait. Non, il n'y a pas, en fait.
Non, je crois que c'est la base en fait. L'accueil, ça veut pas dire ouais, venez, on est gentil. C'est juste gérer en fait, et pour pas que les gens ils dorment à la rue quoi. Enfin, tu vois, comme Porte-la-Chapelle, les gens qui habitent à côté, qui se tapent 200 blacks en bas, à dormir dans des tentes avec les déchets, les trucs, je crois que c'est facile à vivre. Et c'est ça aussi, c'est que souvent c'est pour ça que les réseaux militants associatifs, ils sont là, ouais, les salauds, les racistes, nanana, ils sont là. Mais à un moment. C'est une réalité, c'est relou quoi de vivre dans une rue avec des gens qui dorment dehors. C'est comme à Vintimille. À Vintimille, toutes les associations locales disaient ouais, les gens de Vintimille, c'est des fascistes, ils râlent pour les migrants, ta. Bah, c'est évident que le soir, quand tu t'achètes un appart à crédit, et puis d'un coup, tu te retrouves tous les soirs avec des distributions de bouffe où tu as 1000 mecs là devant ta porte. Il y a un moment, c'est pas viable. Mais ça, c'est le gouvernement qui se sert de ça, créer le trouble à l'ordre public pour faire peur aux gens, quoi. Et c'est le gouvernement qui crée le trouble à l'ordre public. C'est qu'à un moment, il ne faut pas déconner. Je veux dire, à Paris, combien de baraques vides il y a, combien de logements vides il y a. Donc, il y a un moment, s'il y a une volonté étatique et du gouvernement que ça soit le bordel, c'est que c'est une volonté, c'est pas une négligence, hein, c'est pas « oh, on a mal fait ». Non, non. Il y a un moment, il faut comprendre les gens qui vivent en face de tout ça, que c'est relou, quoi. Tu vois, je veux dire... et c'est pas qu'une question de migration. Si tu as 200 mecs SDF français, machin, qui squattent en bas de chez toi, à un moment, tu as les boules, quoi. Ou 25 jeunes qui squattent en bas de chez toi tous les soirs, qui boivent des bières. C'est pas parce que tu es contre la jeunesse, c'est juste contre que tu n'as pas envie, le soir, quand tu rentres du boulot, à avoir du bruit jusqu'à 2 h du matin, à pas pouvoir dormir. Et voilà, quoi. Mais l'État, ça sert à ça, en fait. Ça sert à ça. L'État, ça sert à gérer ce qui se passe en dehors de chez les gens, en fait, et dans l'espace public. Et il ne faut pas se mettre les uns contre les autres, en fait. Il ne faut pas se mettre les pro-migrants, les anti-migrants, on n'est pas d'accord, etc. Non, c'est ceux qui font de la merde, c'est le gouvernement, quoi, et c'est tout, quoi. Quand tu avais 250 personnes chez toi, est-ce qu'il y avait une organisation spéciale pour respecter la religion de tout le monde? Est-ce qu'il y avait des intégristes qui réclamaient de ne pas serrer les mains des femmes? Est-ce qu'il y avait des gens qui refusaient de prendre leur menu avec les femmes, leur repas avec leurs femmes, ou avec d'autres femmes? Est-ce qu'il y a eu des tentatives de viol ou des choses comme ça chez toi? Ben, honnêtement, on n'a jamais eu de... Mais c'est très marrant, c'est ça qui est fou, quoi. C'est dans cette lecture de dire, ouais, ces migrants qui sont là, musulmans à fond, bah, honnêtement, non, quoi. J'ai des gens qui font la prière, quand ils la font au milieu, je suis bon, ça te regarde, tu l'as fait dans ta caravane, dans ta tente et tout. Moi, je suis athée, tu vois, que ce soit catho ou musulman, je respecte, tu vois, mais j'ai pas envie d'avoir ça devant moi, là, comme ça me... Et non, bah, tu sais, chez moi, ça a été géré beaucoup par des femmes, hein, et c'est une lutte, cette question-là, en fait, c'est une lutte vachement féminine, en fait. Hein, il y a énormément de femmes, de jeunes qui œuvrent, et à la maison, c'est souvent, on me dit, ouais, peut-être que tu as eu un terroriste. Chez nous, on a des cochons, tu vois, on a des femmes qui gèrent, le sexisme est interdit, et pourtant, on a des règles, tu vois. Chez nous, on a des règles, c'est que si tu bafoues les règles, on te vire. Et donc c'est sexisme, racisme, intolérance, bagarre. Ça paraît basique, quoi, mais en tout cas, il y a des règles. Non, ça s'est plutôt bien passé. Ouais. Question Internet. Est-ce que pour lui, il y a une limite numéraire à l'immigration? 1 million, 10 millions, 100 millions? Y a-t-il réfléchi? Ben moi, est-ce que souvent on pense que toute l'Afrique veut venir ici? Moi, je suis pas bien sûr. Mais très honnêtement, autant sur les frontières internes à Schengen, donc internes à Schengen, c'est ce qui est à l'intérieur de Schengen sur la libre circulation. Donc là, moi, je suis tout à fait pour la libre circulation. Et où j'ai pas d'avis, où c'est des avis tranchés, où je suis pas assez... c'est pour ça qu'il faudrait amener à la discussion, c'est sur les frontières externes, en fait, pour savoir est-ce qu'on laisse faire la migration, est-ce qu'il y a une régulation après. Et ça, j'ai pas de question et j'ai pas de réponse, pardon, et j'aimerais bien pouvoir l'étudier avec des gens qui savent un peu plus que moi. Mais en tout cas, ce que j'ai vu, j'ai vu des gens qui étaient en France et qui voulaient retourner dans leur pays et qui ne pouvaient pas retourner. Et c'est une réalité. C'est que maintenant, si tous les gens qui arrivent ici, leurs papiers se les font voler ou dépouiller même par la police française ou italienne ou en Libye, et c'est des gens qui ne peuvent pas rentrer dans leur pays d'origine. Et moi, j'ai connu un Nigérian qui voulait rentrer chez lui et il ne pouvait pas. Il y a des protocoles avec l'OFI, etc. Le problème, c'est compliqué comme décision parce que du coup, c'est un aller sans retour, quoi. C'est que ça veut dire que si tu rentres, tu ne peux pas revenir. Donc, est-ce que... Parce que tu as la honte du village qui a cotisé. Non, je veux dire, non, il y a des gens qui veulent retourner chez eux. C'est pas la majorité, loin de là, c'est une minorité. Hein.
et qui ne peuvent pas quand même, quoi. Donc est-ce que, je sais pas, il faudra en débattre, quoi. Est-ce que si on laisse les gens circuler, est-ce qu'il n'y a pas une régulation qui se ferait? Peut-être un bordel pendant 2-3 ans et une régulation après? Je sais pas, j'ai pas... Est-ce que la police a fait des faux documents pour pouvoir reconduire à la frontière des migrants? Ouais, et ils des continuent à mineurs le faire. Donc déjà, ils ont des procédures qui sont pas conformes, hein, qui sont irrégulières, qui ont été condamnées par le Conseil de l'État, mais ils continuent quand même. Et oui, il y a eu des faux usages de faux, ouais, des faux papiers qui ont été faits, des faux écrits par la police. Ouais. Et c'est super grave, mais ce qui est dingue, c'est que le parquet... Faux en écriture, c'est les cours d'assises. Hein. Ouais. Il y a des preuves de ça? Ah oui, on a des preuves pour ça, oui, bien sûr. On va prendre quelques questions Internet et puis on va terminer. Ouais, parce qu'il se fait tard et soif, là. Est-ce que tu roules à l'huile de friture avec ton C15? Nous, on fait de l'huile d'olive, donc huile de friture, on ne sait pas ce que ça veut dire. Non, je roule au gasoil, quoi, parce que je soutiens total. Monsieur Héroux, n'êtes-vous pas la représentation de tout ce que déteste le néolibéralisme? Ouais, je pense, ouais. Et je suis fier que si je peux les emmerder encore un peu plus, je le ferai. T'as vraiment pas une tête de Ken, toi. Hein? T'as pas une tête de Ken. Hein. De Ken? Ouais, Ken, attends, Barbie. Attends, ça va, je suis pas si horrible que ça, merde. À la place du gouvernement, que ferait-il pour améliorer la situation? Je pense que tu as déjà un peu répondu, ouais. Non? Les délits et crimes sont-ils liés uniquement à la pauvreté? Bah non, on le voit bien avec nos Darmanin et nos cocos, là. Mais Darmanin, quoi, il n'est pas condamné encore. Non, il n'est pas condamné du tout. Bah, non, tu m'aurais dit Cahuzac, peut-être. Ouais, Cahuzac, ouais. Non, mais les délits, mais c'est pour ça qu'on se focalise tout le temps sur les délits mineurs, sur la délinquance un peu violente, quoi. Mais la délinquance en col blanc, elle n'est pas violente directement, mais indirectement, elle a une violence extrême, en fait, parce que c'est elle qui est responsable de la précarité, quoi. Question Internet qu'on a déjà abordée. Que faire face au chantage de Erdogan de, entre guillemets, lâcher des hordes de migrants sur l'Europe? Bah, qu'il est lâche, puis on verra bien. Est-ce que tu as des livres et des conseils pour les jeunes générations? Il nous faut 3 livres. 3 livres. Et un conseil pour les jeunes générations. Bon, je vais commencer par mon bouquin, je fais un peu de com. Hein. Et j'en profite aussi pour qu'on fasse un peu de com aussi. N'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux, à la chaîne YouTube, en appuyant sur la petite cloche. S'abonner pour avoir nos notifications. N'oubliez pas, sinon, il n'y aura pas de notifications pour les directs. Je t'en prie, désolé de t'avoir coupé. Moi, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Change ton monde. Quelles éditions ? Les liens qui libèrent. Et voilà, après, il y a quoi? Je sais pas, moi, je lis pas beaucoup, moi, en fait. Mais c'est rien, moi, comme livre. Je sais pas, t'as qu'à aller dans ta librairie à côté de chez toi et tu verras bien ce qu'il y a à lire. Hein. Si les librairies tiennent le choc avec le Covid, un conseil pour les jeunes générations? Un conseil pour les jeunes générations, bah ouais, putain, c'est là vous faites baiser, quoi. En fait, il y a beaucoup de jeunes là qui nous écoutent, tu crois? Oh, il y en a plein, ouais. Bah, on les baise, quoi. Enfin, franchement, on a des vieux qui sont au gouvernement, qui ont niqué leur planète, qui ont niqué leur travail. On prétend à une crise financière, etc., machin, mais en fait, c'est juste qu'il n'y a pas de volonté de partage. Et moi, j'ai vu beaucoup de jeunes qui sont passés à la maison et j'ai ultra confiance en eux, mais vraiment. Et j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus malins que ce que j'étais moi à leur âge et qu'on leur donne pas assez cette confiance-là. Je vois beaucoup de jeunes en fait qui sont un peu perdus c'est vrai qu'ils font des études, ils savent pas s'il y aura du boulot, où il y a ce putain de Covid, où ils sont obligés de faire des fêtes clandestines pour se voir entre eux. C'est pas normal d'ailleurs. Mesures barrières, faut faire gaffe. Hein. Ouais, mais bon, après, la liberté, des fois, t'emmène à prendre des risques. Hein. Mais faire prendre des risques à des gens qui n'ont pas choisi, c'est compliqué. Mais tu sais qu'il y a des gens qui sont morts pour notre liberté, quoi. Et ils sont morts jeunes. Donc après, il faut avoir une gestion qui soit intelligente, quoi. Sur le Covid, c'est un truc qui existe, tu vois. C'est une maladie qui existe et il y a des gens qui en meurent. Et c'est juste faire attention, mais pas arrêter de vivre, tu vois. Fermer les cinémas, fermer tout ce qu'on appelle ça, ces commerces non essentiels, alors qu'ils sont ultra essentiels sur l'éducation, quoi. Et juste faire confiance aux gens, quoi, parce qu'on peut leur faire confiance. Et je pense que c'est tout. Et les obliger à rester chez eux par obligation, en fait, et enlever leur possibilité d'agir en connaissance de cause, bah c'est infantiliser les gens et
Et je trouve que c'est négatif. Après, c'est un autre sujet, l'histoire de la gestion du Covid. Hein, mais Quelle est la plus belle situation que tu as été amené à gérer avec la police? Là où ils t'ont filé un coup de main, ils ont... Ouais, tu sais que je me suis fait plus souvent contrôler par des flics et laisser passer avec des gamins dans le coffre que arrêter et mis en garde à vue. Mais vraiment, parce que les flics le savent en fait. Ils savent très bien que c'est de la merde, leurs ordres, que ça marche pas, que ça sert à rien. Et on est d'accord avec eux en fait. On discute, on est d'accord quoi. Et ouais, c'est ce côté de... Après, il faut leur donner confiance. Parce que si tu les traites de salauds, etc., bah, du coup, ils vont se fermer et tu n'as aucune ouverture. Si tu leur donnes une ouverture et tu essaies de comprendre un peu leur position, parce que c'est pas que les flics, les mecs sont pas... Certains peut-être, quoi, mais la majorité, c'est pas engagé là-dedans pour taper du gilet jaune ou faire chier le monde, quoi. C'est qu'ils avaient peut-être une volonté... je sais pas, ils pensent qu'il y a une nécessité à ce qu'il y ait un peu d'ordre et des garants, en fait. Ouais, non, mais moi j'ai jamais été aussi peu anti-flic que maintenant, malgré que j'ai fait plein de gardes à vue, j'étais beaucoup plus anti-flic avant, quoi. Mais après, sinon, pour continuer pour les jeunes, c'est ayez confiance en vous, quoi, parce que de toute façon, il faut, ouais, je sais pas, en tout cas, de pas rester dans cette sensation d'être des merdes, quoi, parce que c'est le discours omniprésent de dire que la jeunesse, on n'a rien à foutre, on l'écoute pas. Et que tous les gens qui sont en train de vous faire des leçons de morale ou castrer vos libertés, c'est des gens qui ont niqué la planète, quoi, et qui ont niqué notre monde politique, quoi. Donc, voilà, essayez de vous rassembler, de discuter, de réinventer une nouvelle gauche, peut-être, ou alors de nouveaux mouvements politiques, de réflexion, et de peut-être ça, ouais. Cédric Héroux, merci. Merci à toi.